Si toi aussi tu te demandes c'est quoi un doctorat, tu es au bon endroit. Je suis Rony Abessidan, un doctorant en IA et cybersécurité à Lille, et aujourd'hui, je vais t'aider dans tes recherches. Le doctorat, c'est un parcours flou, méconnu et peu valorisé en France. Il est temps de le démystifier. Avec thèse, antithèse, synthèse, le doctorat n'aura plus de secret pour toi. L'épisode va bientôt commencer. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. Dans cet épisode, je propose qu'on se place dans le scénario hypothétique où vous, chers auditeurs, vous êtes précisément en train de chercher une thèse, mais vous êtes complètement perdu dans le processus. Quand et comment peut-on postuler à une thèse? Est-ce qu'il y a un bon moment pour postuler à une thèse? Est-ce qu'il faut passer des concours? Est-ce qu'il faut passer des entretiens? Évidemment, tout ça, c'est loin d'être clair, et c'est pourquoi aujourd'hui, je propose d'aborder toutes ces questions dans cet épisode avec nos trois super invités du jour. Comme d'habitude, je propose à ce fameux invité de se présenter tour à tour avant de creuser un peu plus loin dans le processus de sélection des doctorants et doctorantes. Commençons par exemple par Erika. Je suis Erika Dupont, je suis docteur en histoire de l'art contemporain depuis 2019 et j'ai créé en 2021 l'agence Conseil aux jeunes chercheurs que je dirige depuis 2021, depuis 3 ans. J'accompagne donc les jeunes chercheurs notamment à s'inscrire en thèse, à monter leur projet, parce qu'en SHS, c'est un processus qui est différent des sciences dures, donc des domaines comme le tien, Rony. Et j'accompagne également les doctorants qui sont en difficulté. Très bien, donc Erika, tu as une expérience avec tout ce qui est concours pour les écoles doctorales, mais aussi tout ce qui est financement extérieur par d'autres moyens. Absolument, ouais. On peut passer maintenant à la présentation de Sania. Bonjour, alors je m'appelle Sania, donc je suis docteur en immunologie. J'ai fait ma thèse à Toulouse, à Infinity, et ma thèse s'est portée sur le rôle de la vitamine D dans la sclérose en plaques. Et moi, j'ai passé le concours de l'école doctorale, mais je ne l'ai pas eu, et j'ai pu faire une thèse grâce à un financement extérieur. Et du coup, toi, Sania, tu as pu passer pas mal d'entretiens, à ce que j'ai cru comprendre, pour décrocher ta thèse. Oui, c'est ça. En fait, j'ai passé, là, j'ai regardé de nouveau mon fichier Excel pour avoir en tête. J'avais au moins plus de 40 candidatures, 60 et avec 20 entretiens. Ok, super, on va en reparler. Et enfin, on passe à la présentation de Marie. Oui, bonjour. Merci Ronnie pour l'invitation. Donc, je m'appelle Maridine, je suis doctorante en santé publique à Paris. Donc, j'ai eu le financement de l'école doctorale 393 et le concours de l'EHESP. Et mon parcours est un peu particulier puisque je travaillais aussi avant dans le financement de la recherche. Donc, j'ai aussi piloté un programme de financement de contrats doctoraux. Super. Bah, écoute, Marie, je te propose de commencer l'épisode avec toi. Et ce que tu peux commencer par faire, c'est par exemple présenter ton doctorat. Donc là, je démarre tout juste, j'ai démarré début octobre, donc ça fait à peine un mois. C'est une thèse en santé publique, donc en spécialité prévention, promotion de la santé. Et je travaille sur les techniques de communication sur les réseaux sociaux pour la promotion de la santé sexuelle auprès d'un public jeune. Donc c'est particulier parce que c'est une thèse en santé publique, mais c'est une thèse en sciences humaines et sociales aussi, en fait. Un petit peu. Oui, la discipline officielle, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à le catégoriser. La discipline officielle, c'est santé publique. Je suis dans un labo qui de base est plutôt en infectio, mais qui travaille sur la santé sexuelle, et c'est pour ça que je suis rattachée à ce labo. Mais il y a aussi beaucoup de SHS, et je travaille dans mon équipe d'encadrement, il y a un psychologue. Donc c'est très multi-interdisciplinaire. Ouais, t'es à la frontière des deux, quoi. C'est pas mal. Mm. Et toi, du coup, quand t'as su que tu voulais faire une thèse exactement? Moi, c'était un peu une question depuis longtemps dans mon parcours parce que j'avais commencé, comme beaucoup de gens, j'ai fait de la bio. Avant de faire de la bio, j'avais fait une PACES, donc la première année de médecine avant. Donc j'avais toujours voulu travailler dans la recherche, mais je ne savais pas trop par quel biais. Je voulais faire une thèse en neurosciences. À la base, je faisais des neurosciences. Et puis j'ai fait un master de santé publique et ça s'est un peu éloigné. J'avais fait des stages de recherche, ça m'avait toujours plu, mais je ne savais pas trop
où était ma place. Et du coup, j'ai travaillé pendant 2 ans. J'ai un peu oublié ça, mais je travaillais un peu dans des fonctions support de la recherche. Donc, soit de l'appui, je travaillais dans un cabinet de conseil où on aidait à monter des projets de recherche. Puis j'ai travaillé dans l'administration de la recherche, comme je le disais, et c'est vraiment en continuant à graviter dans cet écosystème-là que j'ai vu que ça m'intéressait toujours et que ça me manquait d'être dans le cœur des projets. Et comme j'étais en contact avec des gens avec qui j'avais travaillé avant, j'ai un peu renoué ma relation avec la recherche, avec l'envie de faire la thèse, et c'est pour ça que j'ai présenté les concours l'année dernière. Ok, donc au final, ça s'est construit un peu au fil de l'eau. Ouais, c'était un peu une envie latente que parfois j'oubliais. Et puis il y avait un truc où, comme je l'avais pas fait direct en sortant du master, j'avais un peu un moment d'hésitation de est-ce que j'ai raté le moment où j'aurais pu le faire en faisant licence, master, doctorat, est-ce que c'était pas trop tard pour le faire? Ouais, ça c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Mm, ouais. Et au final, en fait, on se rend compte que c'est pas forcément trop tard. D'ailleurs, en parlant du timing, toi, comment t'as fait du coup? T'as dû attendre un moment pour pouvoir passer un concours? Comment tu t'es débrouillé au niveau du calendrier pour trouver une thèse? En gros, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée à un congrès en octobre ou novembre du coup, il y a un an, où j'ai parlé avec des gens avec qui je travaillais avant et on a parlé du sujet. Et on s'est dit, bon, il y a ce sujet-là, par quoi il pourrait être finançable. Donc, mes encadrants que je connaissais, enfin, mes encadrants actuels que je connaissais à l'époque m'ont dit, bah, on a des étudiants qui sont financés dans le cadre de l'école doctorale 393 dans laquelle je suis actuellement. Il y en a qui sont financés par l'école doctorale de santé publique de Saclay. Ou sinon, on pourrait éventuellement avoir des financements par d'autres organismes, selon comment on présente le projet, selon quelle est la thématique finale actuelle, enfin, la thématique finale sur laquelle on se décide. Donc, on est parti sur l'idée d'être financé sur l'école doctorale. Et du coup, je savais que ça allait être avril, je crois que c'était avril la deadline dossier écrit et juin les oraux 2024. Et du coup, de novembre à avril, juin, je savais qu'il fallait qu'on écrive le sujet, qu'on le soumette, que je fasse mon dossier, etc. Ok. Et après, au final, t'as eu une réponse quand? J'ai eu la réponse, de mémoire, c'était fin juin ou mi-fin juin les oraux et c'était vraiment dans la foulée. En fait, le dossier écrit, il n'y avait pas trop de sélection, c'était validé assez rapidement. Et après, et de ce que je sais, il n'y a pas beaucoup de discrimination sur les dossiers écrits, il faut juste qu'ils soient complets. Et après l'oral, j'ai eu la réponse le lendemain. D'accord. Donc du coup, tu as passé un concours qui nécessitait un dossier écrit et un oral. Et comment tu as fait enfin, pouvoir déjà pouvoir présenter, prétendre à ce concours? Il a fallu quand même que tu te rendes compte, enfin, ça, tu sois en contact avec des encadrants avec un potentiel sujet. Ouais. Comment t'as fait pour assurer ce contact? Alors, je t'avoue que je comprenais pas trop comment ça fonctionnait, même si c'était un truc qui m'intéressait depuis longtemps. Et que j'ai beaucoup d'amis qui sont en thèse depuis, enfin, qui là sont en troisième, quatrième année, qui sont en thèse. Le fonctionnement des écoles doctorales peut tellement varier selon les écoles que je savais pas trop comment ça allait fonctionner pour moi. Et du coup, c'est vraiment, je me suis appuyée sur du coup un chercheur avec qui j'avais fait un stage il y a maintenant 4 ans, qui m'a dit, bon, j'ai telle étudiante qui a fait le process de l'école doctorale. Euh, En gros, c'est la direction de thèse qui dépose le sujet. Ensuite, toi, tu candidates sur le sujet avec ton dossier écrit dans telle deadline. J'ai rencontré des gens qui l'avaient passé avant, du coup, qui m'ont expliqué tout le process. Et les encadrants, en gros, je connaissais ce chercheur avec qui j'avais fait le stage, qui n'avait pas son HDR, donc lui, il pouvait être que co-encadrant. Mais il m'a dit, ah tiens, je connais telle personne qui pourrait t'encadrer, qui est sur la thématique, que je connaissais puisque c'était ma prof en master et c'était elle qui m'avait présenté le chercheur avec qui j'avais travaillé. Et du coup, au final, on a fait des Zooms, on a discuté du sujet, qu'est-ce qui nous intéressait, comment on pouvait étudier ce sujet-là et on s'est mis d'accord sur le fait que ça allait bien marcher. Mais les deux, c'était des personnes avec qui j'avais plus ou moins déjà travaillé, que je connaissais depuis 3-4 ans, quoi. Ouais, là, c'est un conseil qu'on retrouve souvent, d'aller voir des anciens professeurs qu'on a bien aimés. Et si par hasard ils font un sujet en rapport avec le domaine qu'on fait, ben, peut-être que ça peut matcher, quoi.
Ouais, tout à fait. Moi, c'était un peu, en fait, c'était un peu à la fois, j'appréhendais un peu ça parce que j'avais peur qu'on me pousse à travailler sur un sujet qui n'était pas le mien. Que eux, ils me disent, ah ben nous, on a besoin de quelqu'un sur tel projet, on attend que tu fasses ça, 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 et que moi, ça m'intéresse pas, ou que ce soit pas quelque chose auquel je crois ou que je porte. Et du coup, là, vraiment, quand je l'ai vu au congrès, mon encadrant, il m'a dit, bah, viens, on se voit dans 3 semaines, t'arrives et tu me dis sur quoi toi, t'aimerais bien travailler, on voit comment ça se goupille, comment ça rentre, nous, dans les projets qu'on a, dans ce qu'on veut faire, dans les stratégies des labos, etc. Et au final, ça a très bien marché. Là, tu prends un fait très intéressant parce que en sciences exactes, en fait, on a un sujet, des encadrants et un financement qui est déjà presque prêt. Ouais, Et toi, dans ton cas, tu as inventé le sujet, tu es parti chercher des encadrants et tu as défendu pour un concours pour avoir des financements. ouais. C'est 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 ce qu'on retrouve souvent en sciences humaines et sociales, et donc c'est intéressant de le voir ici. Et du coup, tu as vraiment pu bien porter ton projet, bien plus qu'une personne qui l'aurait peut-être, entre guillemets, piqué à une équipe qui l'a proposé, quoi. Ouais, tout à fait. Après, c'est vrai que sur le papier, c'est des sujets qui sont déjà écrits. J'ai des copains qui sont en sciences fonda qui, après, ça s'adapte quand t'es dans le labo et que, enfin, le sujet, Oui, mais ça pour il tout le évolue monde. avec En toi, fait, mais c'est vrai que c'est pas la bien même, sûr. Bien dans la même sûr, largeur. les sujets qu'on imagine à l'étape 1, le titre, la thèse, il a complètement changé à la fin, quoi. Tout le monde, Mm. c'est le cas pour tout le monde, ouais. Ok, très bien. Et comment toi, tu as vécu du coup l'expérience du concours? Ça passait comment? C'était un peu, moi, j'étais salariée à temps plein pendant que je préparais les concours, donc c'était un petit peu tendu. Puis la période mai-juin, enfin, j'ai l'impression que c'est dans tout le monde salarié et étudiant, c'est une période qui est tendue où il y a 1 milliard de trucs qui se passent. Donc c'était un assez gros rythme puisqu'il fallait que je faisais plein d'oraux blancs avec j'avais des collègues qui sont sociologues ou enfin qui sont thésés. Donc je faisais des oraux blancs avec mes collègues, je faisais des oraux blancs avec mes encadrants, avec des personnes qui sont en thèse que je connaissais. Et en même temps, je devais avoir mon emploi salarié à côté où c'était des mois hyper chargés. Donc c'était très stressant. Il y avait un peu un côté où mes encadrants me rassuraient, ils me disaient bah, si t'as pas le concours, au pire, on fait ça, on te cale sur un projet, tu retentes l'année prochaine, ou on pourra demander des financements là ou là, ou enfin, en gros, le message qui me faisait passer, c'était ce projet, on trouvera un moyen de le porter. Là, c'est bien si c'est super si t'as le concours, c'est valorisant, nanani, nanana. Mais le projet, on trouvera un moyen de le porter ensemble. Après, je savais aussi, pour être dans la réalité de la recherche, que c'est un discours rassurant qui n'est pas forcément réaliste. Donc c'était beaucoup de stress et de pression, mais je suis très contente d'avoir eu les résultats rapidement parce que c'était un peu insoutenable après l'oral de pas savoir, quoi. Ouais, je comprends. C'est un Et donc, peu, ouais, c'est un tu peu les peux, 3 prochaines années qui jouent qui sont dans la balance et tu sais pas ce qui va se passer, quoi. et du coup, je trouve ça quand même assez curieux parce que tu dis que t'as un peu stressé, que c'était une période avec de la pression et tout, mais en même temps, tu as dit que tu avais une expérience où tu attribuais toi-même des bourses à des étudiants avant, si j'ai bien compris. Ouais, Et c'est donc, du ça. coup, quelque part, tu savais ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire pour réussir à décrocher ces bourses, non? T'avais pas des idées? En gros, c'est un peu particulier parce que du coup, le, l'institut dans lequel je travaillais, c'est des bourses sur un sujet très spécifique et c'est un process qui est pas du tout le même que celui de l'école doctorale. C'est aussi ça que j'ai remarqué, c'est la différence de process d'attribution des bourses. Donc là, par exemple, là où je travaillais, c'était le profil des étudiants était très important dans la sélection. Il y avait une sélection sur dossier, puis ensuite un certain nombre de dossiers passés à l'oral. Mais c'était vraiment les sujets qui étaient défendus, qui étaient aussi très importants. Donc il fallait que que le candidat ait les capacités de défendre le sujet, mais le sujet et ce qu'il pouvait apporter à la science dans la thématique qu'on finançait était primordial. Tandis que dans l'école doctorale enfin dans l'école doctorale en tout cas à laquelle je candidatais, le sujet, c'était un peu secondaire, c'était plus, fallait que je me présente moi bien et ma capacité à mener à bien le sujet. Donc, c'était un peu un entretien de motivation, quoi. Ou, motivation et un peu capacité à tenir le truc pendant 3 ans. Moi, c'est vraiment ce qu'on m'a dit, c'est faut que tu montres que tu as les compétences et que tu vas pas, que t'es pas juste là pour exécuter ce que tes encadrants vont te dire, que tu es porteur de ton sujet.
C'est vraiment le message qu'on essaie de me faire passer pendant toute la préparation, quoi. Ouais, c'est logique parce qu'on va pas te donner de l'argent comme ça si on n'est pas sûr à 100% que tu vas y arriver jusqu'au bout, quoi. Ouais, clairement. Genre moi, les mots qu'on m'a dit, c'est vraiment faisabilité du projet pour que tu aies un truc. Il y a toujours ce sujet de il faut finir en 3 ans. Donc montrer que en 3 ans, tu pourras, tu as une capacité à publier, tu as une capacité à mener à bien ce que tu présentes. Genre par exemple, quand on écrivait le sujet et quand on préparait l'oral, on me disait, faut pas que tu dises que tu vas faire 1 milliard de trucs. Faut que tu dises que tu vas faire ces 3 volets qui sont tenables en 3 ans. Volet 1, c'est ça. Volet 2, c'est ça. Tu as les données. Enfin, faut que tu sois capable de montrer que tu peux passer à travers des obstacles et qu'en 3 ans, ce sera faisable. Même si dans la réalité, on sait tous que ça peut être différent, quoi. Oui, en fait, ça, c'est quelque chose aussi qu'on a, nous, en début d'année, sur Adobe. On nous demande de mettre un plan de comment on imagine sur les 3 ans, qu'est-ce qui va se passer dans la thèse. Alors, c'est bien beau de le faire, c'est bien pour nous, sauf qu'au final, on se rend compte que ce plan-là ne tiendra pas parce qu'en fait, tout va changer dans notre façon de voir les choses et on aura plus de recul et du coup, on va être amené sur des directions complètement différentes de ce qu'on avait imaginé. Mais je comprends l'idée. C'est juste pour voir si tu arrives déjà à voir dans le temps ce que tu es capable de faire, même si au final, ça va diverger quand même. Ouais, puis c'est aussi, tu vois, même je le voyais quand dans l'institut où je travaillais, j'assistais aux oraux, en fait, de personnes qui demandaient des contrats doctoraux. Et parfois, des questions de faisabilité un peu techniques comme ça, tu voyais que les candidats, c'était pas eux, enfin, qu'ils n'avaient pas vraiment travaillé sur le sujet et qu'ils comprenaient pas forcément ce qui était écrit. Donc parfois, les jurys ils posaient une question un peu, ah, mais s'il se passe ça et que ce modèle-là, il marche pas, ou un truc un peu technique, et le candidat qui était incapable de répondre, tu vois qu'il y a aussi que s'il y a un problème, tout le sujet va être bousculé et qu'ils pourront plus rien faire, quoi. Donc c'est un peu problématique aussi. D'accord. Et au niveau de l'oral, tu devais présenter quoi exactement devant le jury du coup? En gros, pour le concours de l'ED, moi, on m'a dit c'est 10 minutes, 5 minutes de questions, 10 minutes de présentation ou sur le site de l'école doctorale, en fait, ils te disent, et je pense que c'est très spécifique à cette école doctorale-là, c'est 2 slides maximum sur ton sujet de thèse. Donc, tu n'es vraiment pas censé parler beaucoup de ton sujet de thèse et le plus gros de ta présentation, c'est te présenter toi, tes compétences, ton parcours et présenter un projet de recherche que tu as pu mener par le passé. Donc, ce qui était pratique avec mon sujet, c'était que j'avais déjà travaillé un peu sur la santé sexuelle et les réseaux sociaux avant. Donc, le projet de recherche antérieur que j'ai présenté, c'était un peu, pas similaire, mais ça recoupait beaucoup avec ce que j'allais présenter pour mon projet de thèse. Mais c'était vraiment beaucoup ma vie, mon œuvre, les compétences que j'ai pu acquérir auparavant et mon lien avec le monde de la recherche, en gros. Et après, 5 minutes de questions un peu générales là-dessus, quoi. Ouais, parce qu'en fait, on veut que tu fasses tes preuves sans même avoir démarré la thèse, quoi. On veut que tu nous montres que tu es vraiment la bonne personne. C'était ça. Puis c'était un peu lunaire parce que tu dois montrer tout ça tout en ne parlant pas trop de ton sujet de thèse. C'est Donc particulier, hein. après, ouais, c'était très très. Moi, quand on m'a dit tu t'es pas censé parler de ta thèse et ils vont pas trop te parler de ta thèse dans les questions, j'étais là, d'accord, je ne sais pas du coup ce que j'essaye de vendre. C'est un peu particulier. Bah, c'est toi que tu vends du coup. C'est Ouais, plus. c'est un peu ça. Et est-ce que du coup tu retires de tes expériences du concours là des do's et des don'ts genre pour à ne pas faire qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut pas faire pour aider à finalement réussir à décrocher ce concours quoi. Au niveau de l'oral ou au niveau de juste de l'expérience globale Bah, tu sais quoi au niveau de l'écrit au niveau de l'oral je sais pas pour le rapport écrit pour le rapport oral tout ce que tu conseilles. déjà, ça c'est aussi d'un point de vue de quand je regardais les dossiers des candidats dans mon ancien travail, c'était faut avoir c'est terrible à dire ça comme ça, mais bien relire le dossier et faire attention qu'il n'y ait pas d'erreur parce que c'est des trucs très simples qui peuvent plomber un dossier à la fois au niveau administratif qu'au niveau scientifique. On avait une candidate qui s'était trompée sur les années d'obtention de son diplôme sur la moitié du dossier et du coup elle a failli se faire recaler juste pour ça. Donc il y a des trucs comme ça où il faut bien faire attention à ce que tous les éléments soient là au bon endroit avec les bonnes dates, les bonnes signatures, parce que les signatures aussi, ça peut vite bloquer. Il faut bien anticiper ça. Après, il y a beaucoup de trucs qui m'ont surpris que quand j'ai présenté à mes encadrants, ils m'ont dit, ah mais ça, faut absolument que tu le montres ou que tu le mettes en avant. Par exemple, tu vois, j'ai fait un Erasmus où j'ai passé un an en Angleterre, j'ai fait un stage là-bas.
Et pour moi, c'était un peu, pas anecdotique, mais c'est sympa, mais c'était pas très important. Ils m'ont dit ça, il faut que tu le mettes en avant parce que ça montre que tu peux changer d'environnement, que tu parles anglais, que tu as pu travailler en Angleterre. C'est super, ça, mets-le super en avant. Tu vois, mettre en avant ça ou mettre en avant des expériences même professionnelles parce que tout le monde ne sort pas de master, comme on disait, avec des connaissances et des compétences dans le domaine dans lequel tu vas travailler. Par exemple, moi, j'avais travaillé pour une chaire de l'UNESCO dans la santé sexuelle et bien montrer que même si c'est pas une expérience de recherche, je connaissais bien le domaine de la santé sexuelle et on m'a même conseillé à l'oral, j'ai fait une diapo où c'était juste la synthèse de toutes les compétences et connaissances que j'avais pu avoir euh, par les différentes expériences que j'avais eues à la fois professionnelles et personnelles. Donc c'est très ouais, mon compétence, connaissance que je te disais tout à l'heure sur faisabilité du projet, quand tu as le droit d'en parler un petit peu. Donc dire en 3 ans, je serai capable de publier tant d'articles, tu vois, je pense que ça doit être dans toutes les ED un peu pareil, mais par exemple dans l'ED dans laquelle je suis, il faut que tu aies un article publié et un article soumis ou accepté pour pouvoir soutenir. Donc ça, il faut que tu puisses montrer que à minima, tu auras, je sais qu'en santé publique, souvent, tu auras une revue systématique de la littérature qui sera publiée au bout d'un an, 2 ans, et du coup, tu auras t'auras tes articles pour pouvoir soutenir parce que au niveau administratif, ils ont un peu un truc de 3 ans, 4 ans max la thèse, et on veut pas que ce soit un truc qui s'éternise. Ce qui est difficile. Enfin, chacun a ses contraintes, hein, mais ce qui ouais, ça, il le regarde un peu. Et puis, classique, mais l'originalité du sujet par rapport à l'état de l'art, quel est l'intérêt pour la science, en fait, et pour santé publique, c'est un peu quel est l'intérêt global que ça peut avoir pour la société au niveau sanitaire. Parce qu'aussi, dans ton jury, tu n'as pas forcément que des gens qui connaissent ton sujet. Moi, l'ED, enfin, mon école doctorale, c'est sciences de l'information biomédicale, un truc comme ça. La 3 quarts des gens qui étaient dans mon jury, enfin, ils comprenaient pas nécessairement trop ce que je racontais. Enfin, c'était pas du tout leur sujet, donc il fallait leur arriver à attirer leur attention sur un sujet qu'ils connaissaient pas. Donc il faut trouver le bon équilibre entre expliquer ça de façon compréhensible pour tout le monde, mais montrer aussi que c'est pointu, que tes compétences elles sont pertinentes là-dessus et que ça va apporter quelque chose. Donc c'est un exercice, c'est un exercice compliqué. Faut déjà réussir à faire preuve de pédagogie pour du coup faire passer le sujet quoi aussi. Ouais, clairement, moi, j'avais un gros problème où je parlais trop vite parce que 10 minutes, tu as envie de caler tout ce que tu peux dire dedans. Et en fait, il faut quand même que ce soit hyper lisible, faire des diapos. Là, les diapos, tu vois, j'ai fait plein d'euros blancs. Ça, je pense que c'est un bon conseil. Plein d'euros blancs avec des gens différents. Faut pas en faire trop parce qu'ensuite, les avis, tout le monde a des avis un peu. Enfin, tout le monde n'a pas le même avis, forcément. Mais pour que des gens qui soient pas forcément hyper proches de ton sujet puissent comprendre. Tu vois, je l'ai fait à mon petit frère, par exemple, le diapo, pour qu'il pour savoir si quelqu'un qui était un peu avec un œil profane, entre guillemets, savoir s'il pouvait comprendre ce que je lui disais. Et si je parlais pas trop vite, si mes diapos elles étaient claires, qu'il n'y avait pas trop d'éléments. C'est aussi des trucs simples comme ça de communication, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais attends, tu m'as dit qu'à l'oral, tu devais pas présenter ton sujet. Ouais, je Et du devais coup, parler, j'avais 2 slides. Donc je devais présenter mon sujet très rapidement, mais pas trop non plus. d'accord, ok, donc tu devais quand même un peu le présenter. Ok. Ouais, c'est vraiment, tu vois, en fait, c'est sur le site, ils te disent 2 slides maximum, sinon c'est éliminatoire. Donc vraiment, faut pas te louper là-dessus. Et ensuite, en parlant un peu avec des gens qui l'ont passé, des gens qui ont été dans le jury, euh, des profs, des trucs comme ça, on m'a dit en gros, le sujet, c'est vraiment pas, enfin là, ce sera pas, on t'évaluera pas sur le sujet, quoi. Et quel genre de questions on te pose du coup à la fin de ton oral? Ben, c'était aussi ma question parce que je me suis dit si on me parle pas du sujet, je sais pas trop de quoi on va me parler. Euh, donc on m'a posé un peu des questions sur mon parcours, sur pourquoi, parce que moi j'ai beaucoup changé. Du coup j'ai fait de la bio, j'ai fait de la santé publique, j'ai travaillé un peu dans l'associatif, puis ensuite dans le privé, puis ensuite dans l'administration de la recherche. Donc ça fait, enfin, beaucoup de changements de parcours. Donc des questions un peu sur ma logique de pourquoi tu veux faire une thèse, pourquoi ce parcours pour faire la thèse, tout ça. Et puis après, qu'est-ce qu'on m'a posé comme question?
On m'a demandé des trucs un peu techniques Du coup, j'ai présenté un projet de recherche que j'avais mené par le passé et on m'a dit ah, ton échantillon, il est un peu euh, pas représentatif, sachant que c'est des SHS, donc les échantillons, enfin, quand tu fais des entretiens, en général, c'était mon stage de master en termes de quantité d'entretien. Le but, c'est pas d'avoir un échantillon représentatif. Mais bon, on m'a dit ton échantillon, il n'est pas représentatif, comment tu peux obtenir des conclusions là-dessus, et du coup, faut te défendre d'un point de vue méthodologique. C'était beaucoup des trucs méthodo, pourquoi tu veux faire tel type d'analyse, c'est quoi ta logique derrière ça, comment tu as construit ton échantillon, comment tu as sélectionné. Là, j'avais présenté un projet où j'avais étudié des contenus sur Internet, on m'a dit comment tu as sélectionné ton échantillon de contenu. Beaucoup, en fait, ta stratégie de recherche, tu vois, des trucs sur des détails de méthodo pour montrer que c'était moi qui avais fait la méthodo. Et du coup, j'avais préparé des petites diapos de backup en plus à la fin de mon jeu de diapositives avec ma stratégie de recherche et des détails méthodologiques en plus. Ah bah Donc ça, j'avais. j'allais te poser la question. J'allais te demander est-ce que tu as le droit d'avoir des slides en plus des 2 slides de présentation? Alors, oui, enfin là, c'était des slides qui n'étaient pas sur mon sujet de thèse. C'était des slides qui étaient sur mon projet de recherche Oui, précédent, mais c'est pour répondre tu aux vois. questions, tu vois. Si tu veux dire c'est des slides en plus où tu sais que tu peux avoir des questions, du coup tu les as. Ouais, mais je pense que si ça avait été sur le sujet de thèse, j'aurais pas trop eu droit. D'accord. Mais là, par précaution, j'avais trois quatre slides, tu vois, en plus, avec des détails que j'avais pas pu mettre. Mais sur le sujet de thèse, vraiment, on m'avait dit, de toute façon, ils ne t'en parleront pas, ou peu. Donc, c'est pas très grave, t'as pas besoin d'avoir des slides en plus, quoi. Ouais, en fait, on t'a poussé dans tes retranchements pour voir à quel point tu savais déjà faire un peu de la recherche. Ouais. Ok, c'est très clair, c'est logique. Merci pour, pour ces informations. Bah écoute, je te propose qu'on passe maintenant à Sania, parce que du coup, toi, tu as passé des concours, mais du coup, tu as dû suivre un calendrier très particulier et espérer avoir un financement que tu as eu. Félicitations. Mais il y a d'autres façons d'avoir son doctorat, parce que parfois, en fait, le financement, tu peux l'avoir différemment parce que tu as répondu à des appels à projets, parce que tu veux le faire avec une entreprise. Et ça se trouve, des fois, les encadrants, ils arrivent eux-mêmes à avoir des financements. Et donc, du coup, tout ce qui reste à faire, c'est passer des entretiens avec ces encadrants et potentiellement, du coup, réussir l'entretien et avoir le doctorat sans avoir à passer de concours. Donc, du coup, je propose qu'on passe à cette partie-là maintenant de l'épisode avec Sania. Sania, est-ce que tu pourrais revenir un peu déjà sur ton propre doctorat, nous présenter rapidement qu'est-ce qu'il en est? Du coup, mon doctorat, donc, je l'ai fait à Toulouse, à Infinity. Et donc, moi, j'avais fait tout mon parcours, mon master et ma licence à Paris. Et en M2, donc, je savais que je voulais faire une thèse. Donc, j'avais postulé à l'Institut Cochin dans l'équipe où j'avais fait. Et donc, au niveau de l'école doctorale, je ne l'ai pas eu. Et donc, après, c'est là que tout s'est fait, où j'ai cherché. Donc, je savais qu'on pouvait postuler pour avoir une thèse. Et on m'avait dit, avec le profil, on sait que tu trouveras une thèse. Et c'est ça qui m'a amené à Toulouse. Ok. Et ton doctorat, le sujet, c'était quoi exactement? Alors, mon sujet, c'était le rôle de la vitamine D dans la sclérose en plaques. Donc, c'était en fait un sujet de doctorat qui est issu d'une ANR, donc c'est l'Agence nationale de recherche, où ils ont levé des fonds, donc ils devaient chercher un doctorant. Et c'était un projet en collaboration avec Montpellier, la Suisse et Toulouse. Et donc, chacun des équipes était à la recherche d'un doctorant. Et donc, cette annonce, c'était sur un site internet. Et du coup, toi, tu as su quand que tu voulais faire une thèse exactement? Alors moi, quand j'étais plus jeune, en fait, j'ai voulu toujours être médecin-chercheuse. Donc, j'ai postulé à la médecine. Donc, j'ai fait 2 années de médecine, mais j'ai pas eu le concours. Donc, j'étais très proche du numerus clausus. Et donc, j'ai pu avoir la passerelle pour aller directement en L2. Et c'est lorsque j'ai fait mon stage en M1. Du coup, c'était au Centre des Cordeliers à Paris. Et donc, j'ai très bien aimé mon stage. Donc, ça a duré 2 mois. Et donc, au cours de ce stage, donc, j'ai été encadrée par un doctorant. Et du coup, j'ai pu suivre également la vie dans le labo. Et c'est là que je me suis dit, ça, c'est le métier que je veux faire. Ce que j'aime bien dans la recherche, mais aussi en étant chercheuse, c'est qu'on a une vie, on n'a pas une routine. C'est-à-dire que quand à chaque fois on me demande à quelle heure je finis, je termine, j'en ai pas.
enfin, j'ai pas une routine et ça, ce que j'aime bien, c'est que d'un seul coup, on peut travailler sur un sujet et le lendemain, on peut travailler également sur un autre par les collaborations. Ok, super. Donc en fait, du coup, ça t'a inspiré et du coup, t'es parti chercher une thèse, t'as essayé un concours, ça n'a pas marché et t'as passé les entretiens. C'est ça. Et au niveau des entretiens, tu as dit que tu en as passé combien? 40, c'est ça? Non, pas exactement. En fait, j'ai postulé à peu près 60. J'en ai eu où j'ai pas eu de réponse. Et sur les 60, il y en a 20 où bah, c'est passé pour un entretien. Ok. Et en fait, tu as pris un Excel et sur le Excel, tu as fait une liste un peu de tout ça pour avoir des statistiques. Alors, au début, je ne savais pas comment m'y prendre. Et en fait, quand j'ai terminé mon Master 2, vu que je ne savais pas que j'allais avoir une thèse, donc j'ai fait une demande. Je me suis inscrite à l'époque, c'était du coup Pôle emploi, donc maintenant c'est France Travail. Et quand on s'inscrit et qu'on vient du M2, en tout cas dans ma ville, ils nous inscrivaient du coup à cette formation de comment chercher un emploi. Et aussi, j'avais pu, à Sorbonne Université, quand j'étais du coup en Master 1, mais également en licence, on avait un module d'insertion professionnelle où on nous a appris comment faire un CV, une lettre de motivation, comment faire les recherches d'emploi. Et du coup, là, on nous a répété, ayez un fichier Excel avec le suivi pour savoir quel est le nom de la personne que vous contactez. Du coup, j'avais également une colonne, quel est le sujet. J'avais également une colonne où c'était, qui était le chef, parce que parfois, il y a le chef, mais il y a la personne à qui il faut contacter pour la demande. Et quand j'ai envoyé, quand il faut faire les relances. Et donc, j'avais ce suivi où je mettais, bon, lettre envoyée, réponse, pas de réponse. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, bon, j'ai les chiffres parce que j'avais ce fichier Excel. Ouais, sympa. En fait, c'est une bonne stratégie, je pense. Après, bon, le seul truc, c'est que ça veut dire que tu as quand même cherché, enfin, trouvé, entre guillemets, 60 offres de thèse qui t'intéressaient, quoi. Ah oui, parce qu'en fait, au début, je savais pas, mais c'est donc en fait un des conseils que je peux donner, c'est d'avoir un très bon réseau et notamment sur LinkedIn. Alors du coup, j'épluchais un peu tous les jours LinkedIn et du coup, sur LinkedIn, on a maintenant les personnes en fait dans les postes de recherche. Bon, moi, je suis en biologie, en immunologie, donc je tapais un peu les mots-clés. Et du coup, l'ami de ton ami permettait en fait de voir qu'il y avait une offre et donc ils l'ont mis. Donc ça, c'était le premier point qui me permettait de trouver. Ensuite, j'avais également l'association Bernard Grégory, ABG, qui mettait également des offres. Et j'avais aussi le CNRS Emploi qui mettait des offres, mais ça, c'était plus les postes d'ingénieurs. Et parfois, on avait les doctorats, mais c'était plus ciblé pour ceux qui étaient en physique, en maths, mais très peu en biologie. C'était plus les postes d'ingénieurs. Mais ça permettait d'avoir les informations clés sur les labos qui sont en recherche ou qui ont eu un financement. Donc, qui veut dire financement? Dire, ah, peut-être qu'ils cherchent aussi également. Parce que j'ai aussi postulé aussi sans attendre qu'il y ait une offre d'emploi, en disant, bon, bah voilà, moi je veux faire une thèse, je suis intéressée par votre sujet. Bah, j'allais y venir à cette question parce qu'en fait, il y a des thèses qu'on appelle un peu des thèses moustaches, dans le sens Oui, où en fait on a déjà un candidat en tête, mais en fait on est obligé vis-à-vis de la loi de mettre quand même l'offre en ligne, sauf qu'en fait cette offre elle ne sert à rien et donc du coup en fait il y a des personnes qui postulent quand même et qui pensent qu'ils vont avoir un sujet ou une réponse et ils vont rien avoir du tout. Et ça se trouve dans les personnes qui t'ont pas répondu, c'est pas impossible que tu étais dans un cas de thèse moustache où en fait on avait déjà trouvé quelqu'un et ça valait pas la peine de répondre quoi. oui, ça, enfin, moi je l'ai pas, je sais pas si je l'ai vécu, mais j'en ai entendu parler où du coup, bah, on est obligé de postuler des offres. Ça, c'est dans la fonction publique, de mettre les offres de thèse. Mais il y a des offres où, par exemple, c'est bah, l'ami de quelqu'un qui peut pas le prendre en thèse, qui va dire, ah, mais là, on a un bon candidat, je te le confie, je sais que toi, tu cherches, et l'offre est pourvue avant même d'avoir. Donc, c'est pour ça que le réseau et de garder un bon contact avec les anciens, c'est très, très important parce que c'est comme ça qu'on déniche les offres, on va dire, cachées. On va dire ils sont cachés parce qu'ils sont mis pour être, mais ils sont déjà pourvus.
Exactement. En fait, c'est un conseil que j'aime bien donner aux gens aussi. C'est plutôt que d'aller chercher les offres de thèse, pourquoi carrément pas aller voir, chercher les équipes en fait, et leur demander spontanément, comme tu as fait pour certains cas, s'ils offrent, s'il y a déjà des sujets de thèse qui sont en préparation. Parce que du coup, tu rentres dans le réseau caché, quelque part. C'est ça. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a aussi? Ce que j'ai eu, c'est également, il y avait un chercheur qui cherchait un postdoc, mais qui ne le trouvait pas parce que faut savoir qu'un doctorant, c'est moins cher qu'un postdoc, mais bon, on ne fait pas exactement la même chose. Mais vu qu'il trouvait pas de bon postdoc, il était prêt à transformer cette ligne de financement qu'il avait pour un postdoc pour un doctorant. Et parfois, il y en a même au moment où ils doivent postuler, avoir quelqu'un qui arrive en disant alors moi je suis intéressé, ben, eux ils peuvent aussi faire les demandes, on va dire, où il y a un prénom, parce qu'il y a également des financements, il y en a très peu en thèse, mais il y en a un petit peu où il faut avoir le nom de la personne pour demander. Donc demander spontanément, ça permet aussi d'ouvrir ces offres de thèse. Très bien, mais du coup, maintenant, si on imagine que on a réussi à aller à l'étape de l'entretien, donc c'est ton cas, tu l'as fait au moins, donc tu as dit que tu l'as fait 20 fois, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, comment ça s'est passé les premiers? Comment ça s'est passé ceux d'après? Comment ça s'est passé à la fin? Alors, les premiers, c'était très perturbant parce que, bon, déjà, j'étais en visio parce que il y en avait où j'étais à Paris à l'époque où c'était pas à Paris, donc j'étais en visio. Et c'était très perturbant parce que, donc, on me demandait à chaque fois de présenter mon stage de M2, donc ça, je le savais. Et il y avait une question qui apparaissait, c'était pourquoi vous avez raté l'école doctorale? Et ça, c'était la question que je ne savais pas répondre parce que pour moi, c'est que, bon, c'est un concours, donc ça dépend exactement des autres candidats, mais je ne savais pas, c'était un peu la question piège. Et ensuite, à force de le faire, j'ai trouvé également des petites astuces, comment me vendre, bon, où je présentais mieux mes expériences ou les choix en disant, ah, je vais utiliser telle qualité, j'ai plutôt tel défaut et mettre un exemple derrière. Et après, dans les derniers, ben, c'est arrivé beaucoup plus facilement à force de répéter ou d'avoir un peu tous ces questions un peu, on va dire, où on est, par exemple, on m'a posé une question, si vous êtes face à un conflit, qu'est-ce que vous faites? C'est une question où bah, j'avais jamais réfléchi, mais les avoir au fur, dans les derniers, ben, j'avais un peu tout vu et c'était un peu plus facile. Ouais, c'est un peu ce que je me doutais, mais c'est pour ça que je t'ai posé la question. C'est intéressant de transmettre aussi ce message que c'est pas parce que les premiers entretiens se passent mal qu'il faut tout de suite abandonner, quoi. Du coup, dans tes entretiens, tu as dit que tu as eu, au fur et à mesure, tu as compris comment répondre à certaines questions, tu as eu t'as compris des choses que tu ne comprenais pas avant. Est-ce que tu veux peut-être te confier un peu plus en détail sur ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire? C'est intéressant, je pense. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est, bon, déjà, donc, si par exemple on vient de M2 et de M1, d'avoir en tête nos expériences, c'est d'expliquer de manière beaucoup concrète. Bon, là, je suis en biologie, mais selon les disciplines, enfin, en biologie, on est plus dans le concret. C'est dire, par exemple, bon, j'ai fait telle technique. Bon, moi, je faisais de la cytométrie en flux. C'est dire, j'ai fait telle technique, j'étais bon, chez l'homme, chez la souris, je faisais ça. Et d'être vraiment concret pour expliquer son projet de stage. Et également, c'est savoir se vendre avec des qualités et de mettre derrière un exemple. Par exemple, je sais m'adapter. Bah, en fait, au cours de mon stage, il est arrivé un jour, je ne sais pas, que donc on n'a pas eu les réactifs, où il y en avait moins. Donc on a dû aller au magasin, on a préparé en vitesse. Et ça peut aussi, du coup, mettre un truc concret parce qu'en thèse, bah, c'est pas linéaire parce que on peut dire, ah, je vais faire tel protocole, mais demain, il n'y a pas le réactif parce que la personne n'est pas là, mais d'avoir l'adaptabilité, c'est bien. Aussi, d'avoir l'aspect hors du labo, c'est-à-dire si on fait des activités extrascolaires, par exemple, moi, j'ai participé à IGM, donc c'est le concours de biologie de synthèse quand j'étais en master, et j'en ai parlé et j'ai présenté et du coup ils étaient intéressés de ce que c'était et donc avec IGM on a un projet qu'on monte donc au cours de notre master 1 et ça et montrer cette expérience que je l'ai fait en dehors euh,
de mon master, donc c'était pas noté. Donc ça montre aussi qu'on est capable de s'investir sur des choses où derrière, il y aura pas un peu de finalité. Et ce qu'il faut pas faire, c'est d'être trop orgueilleux. Je m'explique, parce qu'une fois, ça nous est arrivé d'avoir quelqu'un qui était trop sûr de lui, en disant, bon ouais, moi j'ai fait ça, je sais ça, non, non. Et ça, il faut pas du tout le faire. Et il faut aussi savoir se remettre à sa place en disant, bon, moi j'ai fait ça, mais j'aimerais bien apprendre et montrer également dans le labo qu'on a aussi lu et, leurs travaux. Par exemple, je sais pas, ils travaillent sur les lymphocytes B. Ce serait bien de dire, bon, bah voilà, moi j'ai pas fait les lymphocytes B, mais je peux appliquer ce que j'ai appris. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est sûr que toute activité que tu peux vendre qui t'a permis de développer des compétences, bah, c'est évidemment quelque chose que tu peux vendre sur le moment, selon qui tu as devant toi et qu'est-ce qu'ils attendent, si tu arrives à le sentir. Oui. Et au niveau des donc tous ces entretiens que tu as passés, pour réussir à les avoir, est-ce que tu as t'as aussi changé ton CV plusieurs fois? Est-ce que tu as des astuces par rapport à ça d'ailleurs? Alors, mon CV, oui, je l'ai changé plusieurs fois, mais ça, c'est grâce à mes modules d'insertion professionnelle. Donc, sur le moment, je me suis dit, bon, on nous rajoute 2 heures de cours, mais plus tard, ça nous a servi, c'est que pour chaque offre, j'adaptais mon CV. En fait, je pense que dans mes fichiers, j'avais, on va dire, à peu près 10 CV différents. Alors, je m'explique, l'adapter, c'est les expériences. Par exemple, si on n'a pas beaucoup de stages, parce que ça peut arriver qu'on a, bon, le stage de M2, il est obligatoire, mais avant, on se dit, on n'a pas de stage. Donc moi, il y avait certains domaines où c'était la microbiologie. Bon, moi, j'avais fait plus des stages en immuno, mais j'ai rajouté mes modules de TP dans mes expériences, où j'avais fait vraiment des TP pendant un mois en microbiologie en expliquant, parce que c'est une expérience. Certes, c'était au cours d'un TP, mais c'est une expérience qui peut faire vendre qu'on a appris également les techniques. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi, c'est la partie loisir, je l'ai adaptée, donc j'ai pas mis des choses vagues, j'aime la lecture ou tout ça, mais c'est plutôt des choses un peu plus concrètes. Par exemple, voilà, j'aime cuisiner, mais quel type de cuisine, la lecture, c'était quelle. Et également pour l'anglais, donc au lieu de mettre, par exemple, courant, donc je mettais le européen. Et j'ai mis également aussi un QR code qui amène sur ma page LinkedIn qui était un peu plus complète. Et LinkedIn, ça t'a vraiment aidé, tu l'as sorti par rapport à ça, ils ont regardé vraiment ton LinkedIn et t'ont posé des questions dessus. Oui, j'ai vu en tout cas une personne du coup qui avait regardé. Et en fait, cette personne, après, ils m'ont choisi par la suite pour un entretien. C'est parce que, comme dans mon LinkedIn, il y a encore un peu plus, enfin, c'est plus exotif que mon CV, ils se sont dit, bon, c'est intéressant, mais après, ils n'ont jamais posé concrètement de questions dessus. Donc, ça a permis LinkedIn de faire un partage de mon profil. C'est que ils n'ont pas posé concrètement une question sur ça, mais j'ai pu voir on va dire, les gens qui le visitent et qui étaient liés au labo que j'avais demandé. Ok, super. Ça, LinkedIn, je pense pas que tout le monde y pense, et pourtant, aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment un réseau social super, que ce soit pour trouver la thèse, pour mieux se vendre. Bon, je pense que tout le monde comprend l'intérêt aujourd'hui. Mais si on revient maintenant à tes entretiens, toi, est-ce que toi aussi, tu as fini par trouver à la fin des questions à poser aux personnes qui vont potentiellement faire la thèse avec toi pour savoir si au moins il y avait un fit par rapport à la façon dont tu aimes être encadré? Parce que c'est sûr que tu peux pas t'investir dans un projet de plusieurs années sans être sûr que l'encadrement derrière va tourner, quoi. Alors, sur ça, j'ai jamais posé de questions sur l'encadrement. C'est que moi, je m'intéressais aux équipes. En fait, donc je tapais un peu le nom sur Internet des équipes où j'allais sur les sites et on peut voir un peu s'il y a il y a un red flag ou pas, mais j'ai pas posé concrètement des questions parce que en entretien, généralement, c'était soit les personnes, ils étaient deux, ils étaient un, ça passait bien, mais j'avais pas exactement une question pour savoir si l'encadrement, ça allait se passer. Ah ouais, bah t'as quand même eu de la chance, parce que là on est d'accord que ça s'est bien passé pour toi. Oui, ça s'est très bien passé, mais c'est vrai qu'il y en a où
à l'entretien, bah, ça se passait bien, mais au final, ça s'est dégradé au cours de la thèse. C'est Mais tout ça, un c'est des art, questions hein. qu'on ne pose pas. Et même là, le fait que bah, tu me poses cette question, bah non, j'aurais pas pensé à... Parce que je ne sais pas ce qu'il faut poser comme type de question face à ça. En fait, dans l'entretien, il faut bien avoir en tête que, ok, tu es intéressé par le sujet et par la thèse, mais les encadrants qui sont devant toi, ils sont aussi intéressés potentiellement par toi pour piloter la thèse. Et donc, du coup, c'est logique d'avoir des questions aussi pour sentir à quel point tu vas bien t'intégrer dans l'équipe et notamment avec tes encadrants, parce que s'il y a un problème et que tu le sens, au moins au niveau de l'entretien, tu peux rapidement partir de ce projet parce que sinon, autrement, tu risques de vivre une expérience assez catastrophique. Enfin, moi, j'ai déjà eu des retours, c'est pour ça que je t'en parle. Mais tu as eu de la chance, du coup. Oui, là. Mais moi, ce qu'on m'a conseillé, c'est de demander aux étudiants, mais surtout aux anciens étudiants. Parce que si on voit dans la liste que l'étudiant est encore dans le labo, il ne va jamais, enfin, sauf cas très extrême, dire quelque chose qui ne va pas. Alors que les anciens, vu qu'ils ne sont plus rattachés, là, ils peuvent bah, dire la vérité, qu'il soit noire ou blanche. Ouais, c'est quelque chose que je conseille souvent, on l'a déjà dit aussi dans le podcast. Mais est-ce que toi, tu l'as fait déjà? Oui, parce que j'ai vu des anciens, enfin étudiants, ou par exemple dans les labos où j'étais, où il y avait enfin, des choses qui paraissaient sur les journaux. Bon, c'est pas l'exemple, mais j'ai parlé à une ancienne étudiante. Donc, en fait, c'était le PI qui m'a mis en contact avec les étudiants. Ben, lui, il ne parlait pas, mais il nous a, allez, soyez libre de parler. Et du coup, ça s'est bien passé. Ok, bon, au moins, tu as eu cette présence d'esprit de le faire, c'est bien. Et donc, du coup, c'est pas non plus complètement de la chance. Top. Ok, eh ben, écoute, merci beaucoup, Sania, pour ce retour d'expérience sur les entretiens. L'avantage, au moins, d'avoir passé ces entretiens, c'est que tu étais plus libre sur le moment où tu allais démarrer ta thèse, entre guillemets, parce que tu n'avais pas le calendrier universitaire derrière. Et donc, du coup, tu les as passés à peu près à la suite, les entretiens, ou c'est ça? Tu les as fait les uns après les Alors, autres? mes entretiens, ils se sont étalés entre août jusqu'au octobre. Donc, oui, c'est ça. Donc, on envoie, on attend, on a le processus, on donne une date. Donc, c'était entre août et octobre. Bah, tu vois, c'est super parce que le calendrier qu'on connaît en général, c'est de décembre à juin. Là, tu nous parles de août à octobre, donc on voit vraiment la flexibilité et que du coup, il n'y a pas vraiment de bon moment, entre guillemets, pour postuler à une thèse, dans le sens où on peut avoir une thèse à peu près n'importe quand et qu'il faut juste chercher comment financer cette thèse finalement et quels vont être ses encadrants, etc. Très bien. Exactement, c'est ça. Mais de tous ceux qui étaient dans ma promotion de M2 qui n'ont pas eu l'école doctorale, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, a fait, enfin tous ceux qui le voulaient vraiment, ont fait une thèse. Il y en a même qui ont commencé en février et en avril. Bah, et moi, dans mon laboratoire, il y a quelqu'un qui a commencé en janvier, je connais quelqu'un qui a commencé en juillet. Il n'y a vraiment pas de date. C'est un message que je voulais faire passer dans ce podcast parce que souvent on me pose la question. Alors évidemment, si vous voulez postuler à l'étranger ou je ne sais où, il faut toujours se voir un peu les moments les plus propices. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'attendre un an avant de trouver une thèse. Ok. Maintenant, on peut passer du coup à Erika. Donc Erika, là, toi, tu as l'avantage j'ai envie de dire, d'accompagner des doctorants en sciences humaines et sociales, peut-être un peu en sciences exactes aussi, sur ces thématiques de concours d'école doctorale, mais aussi sur les entretiens, parce que tout est question de financement dans cette histoire. Est-ce que déjà tu voudrais faire un retour sur tout ce que tu as entendu jusqu'à maintenant? Et déjà, moi, je trouve ça génial d'avoir des témoignages aussi différents, aussi complets. C'est génial. Merci pour tout ce que vous avez donné comme info, comme conseil. J'aurais pas dit mieux. Moi, je pense que c'est voilà, c'est exactement ça. Je suis assez ravie en fait pour Marie, la façon dont ça s'est passé, le fait que tu aies été aussi bien encadrée, tant sur le cadrage de ton sujet que sur ta recherche de financement, qu'on t'ait fait passer des auditions blanches. Enfin, c'est formidable, franchement, je trouve que ça devrait se passer tout le temps comme ça. En tout cas, c'est ce que moi je fais, c'est ce que je propose parce que en sciences humaines et sociales, malheureusement, ça n'a rien à voir, hein. Enfin, on est loin de ces réalités-là et c'est bien dommage. Et Sania aussi, c'est vraiment intéressant et on voit qu'on peut s'accrocher, qu'on peut. Enfin, il faut pas se décourager en fait. Je trouve ça fou que tu aies passé autant d'entretiens
Et c'est rare d'avoir autant de possibilités. D'ailleurs, nous, en tout cas, sur du médico-social, on a moins de possibilités. Donc, on se met souvent plus de pression dès le départ. Et on a l'impression que quand on rate une audition ou qu'on n'est pas pris sur dossier, c'est fichu, quoi. Alors que non, il y a pas mal d'options en réalité. Et donc, c'est génial d'entendre tous ces sons de cloche. Donc, merci à vous. Ok, très bien. Bah, du coup, peut-être qu'on va parler aussi des deux facettes, donc concours école doctorale et les entretiens, mais de ton point de vue d'accompagnatrice. Est-ce que toi, tu dirais du coup qu'il y a un bon moment pour postuler en thèse? Non, nous, on postule rarement en fait, parce qu'on n'a pas beaucoup d'offres. Donc, comme vous l'avez très bien souligné, il peut y avoir des offres à tout moment dans l'année, même si c'est vrai que souvent on les trouve à partir de janvier jusque juin, juillet. En général, après, c'est un peu plus calme. Mais nous, en fait, on monte nos offres, si tu veux. C'est nous qui montons les projets, un peu comme Marie l'a fait. En fait, on a un projet, on a un sujet, on sollicite des chercheurs, on trouve un encadrant, on propose un sujet qu'on cadre d'une certaine manière en fonction du labo, en fonction des comités différents qu'on va passer pour des financements. Et ça fonctionne comme ça. Donc, on postule assez rarement, finalement. Sauf pour le concours du contrat doctoral, ce qui est encore un peu différent. Bah justement, si on est dans le concours du contrat doctoral, tu as Ouais. accompagné à peu près combien d'étudiants sur ça, tu sais? Oh, entre 40 et 50, je pense. Ah ouais, donc tu as vraiment un grand retour sur cette question. Euh, Est-ce que déjà, tu as l'idée des formats parce que là, Marie disait que selon les écoles doctorales, c'est pas toujours le même format pour l'oral et l'écrit peut-être aussi. Enfin, pour l'oral. Est-ce que tu peux nous faire un retour là-dessus? En général, c'est quoi le gros standard pour ces formats de concours? Mais il n'y a pas de standard, hein, elle a totalement raison. C'est très différent selon les écoles doctorales. On en parlait aussi tous les deux en off, Ronnie, la dernière fois. Tu passes le concours, enfin, quand tu postules en fait pour un contrat doctoral, ça peut être le concours, mais ça peut être aussi à l'interne d'un labo, ça peut être au CNRS. Donc le contrat doctoral, c'est un peu, il y a différentes modalités en fait, et c'est problématique parce que même de toute façon, même d'une école doctorale à une autre, les règles vont être très différentes parfois. Donc là, ce que nous a raconté Marie, moi j'ai trouvé ça fou parce que j'ai jamais vu ça une audition où on te demande pas de parler du sujet ou très peu. Je trouve ça dingue en fait. Mais ça arrive comme quoi. Et ce qu'il faut faire toujours, c'est vraiment bien lire les consignes en fait, bien lire les offres quand il y en a. Et autrement, par exemple, quand il y a les auditions, on reçoit une convocation. Et sur cette convocation, il y a des informations qui sont hyper importantes. Comme disait Marie, là, c'était bien écrit qu'il fallait pas faire plus de 2 slides sur le sujet. Ok, on le fait en fait. Moi, ce que j'entends tout le temps, mais vraiment très très souvent en sciences humaines et sociales, c'est des candidats qui sont convaincus que pour eux, c'est pas pareil. Non, non, mais moi, c'est un peu différent parce que telle ou telle raison, moi, ça marche pas. Merci en fait. Tu dois te conformer à ce qu'on te demande. C'est super important et c'est l'un des critères majeurs en fait sur lesquels on va t'évaluer aussi. Donc, il faut faire attention à ça et être vigilant parce que le concours se passe jamais de la même manière en fait. Oui, c'est intéressant, mais il se passe peut-être jamais de la même manière, mais au final, il y a peut-être quelque chose qui se dessine dans le sens où je pense que le jury veut toujours voir si on est la bonne personne pour porter son projet, quoi. Ah oui, oui, bien sûr. Il Oui, y a tu quand vois, même des tendances comme ça, ouais. Est-ce que moi, ce que je dégage comme tendance, c'est on va évaluer si le candidat a un bon dossier, si le sujet est bon, c'est-à-dire le sujet, il doit être dans la lignée du programme de laboratoire dans lequel il va s'inscrire. Comme l'a dit Marie, on n'a pas toujours des comités qui sont au fait de notre sujet, qui connaissent pas du tout parfois, et ça, on ne sait pas toujours à l'avance. Enfin, on doit s'y intéresser en tout cas. Mais bien sûr, c'est la cohérence entre le sujet et le labo et entre le candidat et son sujet. Est-ce que c'est le bon candidat? Tu peux avoir un super projet de thèse et ne pas être le bon candidat pour lui. Tu peux ne pas être assez solide, voilà, tu peux porter un super projet, mais c'est non parce qu'on sent que, il y a des failles dans ton dossier ou dans ta capacité à programmer les choses ou à dire que ce sera faisable en 3 ans ou plein de choses en fait. Et inversement, tu peux avoir un super dossier académique, mais ton sujet n'est pas conforme aux attentes dans ce labo ou dans cette ED.
Donc souvent, c'est, comme l'a bien dit Marie, c'est l'intérêt du sujet, en fait. Pourquoi tu veux étudier ça? Qu'est-ce que ça va changer pour la science? Et nous, en sciences humaines et sociales, on a beaucoup de mal à comprendre ça. Oui, il y a toute la question de l'originalité du sujet, finalement. De qu'est-ce que ça va apporter, comment tu vas faire pour faire avancer l'état de l'art. C'est un peu ça, finalement, non? Ouais, mais par originalité, il faut bien s'entendre. C'est-à-dire que l'originalité, c'est pas ah, c'est un sujet original. Non, par originalité du sujet, c'est ça n'a jamais été traité. Ou alors on actualise une question de recherche qui est un peu vieille, un peu ancienne. Mais en général, c'est l'originalité, c'est pas ah bah c'est original, tu comprends ce que je veux dire? Au sens Oui, on n'a jamais vu ça, quoi. Tu vois, c'est un peu oui, oui, voilà. non, Nous, en non. sciences sociales, c'est quand même bon de rappeler que l'originalité, c'est surtout le, le fait que ça ait jamais été traité, et effectivement, mais attention, parce que parfois, ça n'a jamais été traité parce qu'il y a un problème d'accès aux sources. Demandez-vous toujours pourquoi ce sujet n'a jamais été traité aussi. C'est super Alors là, important. tu me parles parce qu'en entrepreneuriat, on dit toujours s'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il y a un problème. C'est la même histoire. Si jamais, si jamais personne ne s'est intéressé au truc ou s'il n'y a pas d'études là-dessus, c'est peut-être parce qu'il y a un gros problème derrière. Oui, absolument. Ouais. Des fois, c'est un problème d'accès aux sources, souvent même. Des fois, enfin, quand on creuse, il y a souvent des réponses. Donc, surtout, on n'est pas vainqueur et on mise pas tout sur l'originalité, entre guillemets. C'est OK, ça n'a jamais été traité. Pourquoi? Vraiment apporter ce Ouais, genre très de bonne, réponse au jury, c'est ouais, important parce que lui va se poser la question. ouais, très bonne réflexion. Ouais, mais évidemment, quand je disais originalité, je pensais à ça. Et en fait, pourquoi je disais ça, c'est parce qu'en sciences exactes, on a aussi des concours pour l'école doctorale. Et souvent, comme nous, dans notre contexte, notre sujet, c'est pas forcément nous qui le faisons et on nous le propose. Bah en fait, ça fait qu'il y a des personnes qui vont pas chercher pourquoi le sujet est original et du coup qui passent un peu comme des personnes pas très, comment dire ça, pas très motivées pour la thèse parce qu'en fait, ils ont même pas cherché pourquoi le sujet était intéressant, etc. Ouais, Ça, c'est un avantage que vous avez parce que comme si c'est vous qui le ouais, montez de toutes pièces, je pense que vous pouvez mieux le défendre que si c'est un autre sujet parce que si c'est un sujet qu'on propose, il faut bien sûr aller se renseigner et voir si ça nous intéresse vraiment pour mieux le défendre. totalement d'accord, c'est ça. Je pense qu'on a énormément d'atouts en réalité par rapport à vous, dans la manière d'aborder les choses et le fait qu'on ait cette liberté, cette flexibilité dans le montage du projet. Mais pour nous, c'est un peu casse-gueule, entre guillemets, parce que, on n'est pas bien accompagné. Donc, souvent, en fait, on a des projets qui sont un peu en dehors des réalités. Et c'est dommage, parce que, comme tu le dis, en principe, on connaît le truc par cœur, on est à fond, on est passionné, et on se fait avoir, en réalité, sur des subtilités et des problèmes de rigueur quand même sur les consignes à respecter, etc. On a tendance, en fait, à prendre trop de liberté, peut-être. Ouais, je pense que c'est pas impossible. C'est sûr que quand on a le choix de tout, forcément, Bah si oui, on est créatif, mais on manque un peu de cadre. exactement. Mais il y a le concours est justement là pour cadrer. Vous avez qu'à 2 slides, vous pouvez faire que ça. Ouais, voilà, en fait, c'est des indices sur ce qu'on attend et malheureusement, c'est des choses qui passent un peu par-dessus la jambe souvent. Alors, pas partout, hein, et puis, il y a des doctorants qui sont quand même bien encadrés par leur directeur d'entrée de jeu et qui sont bien, bien préparés à tout ça, mais c'est pas la majorité, hein. C'est pas la majorité et malheureusement, le problème, c'est qu'il y a un énorme décalage entre la rigueur qu'on attend du candidat et la rigueur que lui, ce candidat, reçoit. C'est-à-dire, personne ne le prépare, personne ne l'informe, il a très peu d'infos, c'est complètement hasardeux en fait pour le candidat, mais en face, on attend une rigueur vraiment très élevée, quoi. Donc, c'est souvent là qu'il y a des dérapages en fait. Et qu'on comprend pas. Les candidats souvent ne comprennent pas ce qui s'est passé. Ouais, ça m'étonne pas. Il manque de recul un peu. Ouais, je sais pas si c'est un manque de recul parce que je pense que c'est le contraire. C'est qu'ils sont peut-être trop éloignés des réalités des comités, ils ne comprennent pas ce qu'on attend d'eux parce qu'on leur dit pas en fait. On leur explique pas, donc ils peuvent pas. Ils sont, tu sais, en master, en sciences humaines et sociales, souvent on est un peu tout seul déjà en master. On a très peu d'heures de cours, on a un mémoire à rendre, mais on le fait un peu tout seul. On se débrouille, on n'a pas tout, hein. Et donc, forcément, on est hyper surpris de la rigueur qu'on attend de nous le jour des entretiens. Il y a une telle différence entre le traitement qu'on nous réserve par rapport aux cours qu'on a reçus
qu'on comprend pas. En fait, on a l'impression parfois que le jury nous est tombé dessus, que c'était injuste, enfin, vraiment, il y a ce sentiment d'injustice qui est très Ouais, je fort comprends, du je côté comprends. des SHS. Et en fait, ce que je vois aussi dans ce concours, c'est qu'il y a une très grosse volonté de forcer la personne à être synthétique en fait sur son sujet Ah bah oui, pour aller à on l'essentiel. est, ouais, des candidats qui ont des projets de thèse de parfois de plus de 20 pages, alors que quand on passe le concours du contrat doctoral, on nous demande des formats à 2-3 pages. C'est un exercice très difficile, hein, mais très intéressant à faire. Il faut le faire et il faut se conformer. Parce que moi, j'en ai beaucoup qui me disent non, mais moi, c'est pas pareil. Moi, il fait 9 pages, mais c'est pas grave. Moi, c'est pour telle ou telle raison. Non, non, non. Tu dois vraiment le faire en 2-3 pages. Donc, il faut travailler et c'est très difficile Je d'être me doute. synthétique. Ah, c'est sûr que oui, oui, je comprends. Et au niveau du dossier et de l'oral, tu as des conseils à donner quand même sur, parce que je pense qu'il y a quand même des grandes lignes peut-être que l'on peut donner en plus de respecter le cadre. Pour moi, la clé, c'est de comprendre ce que veut le jury. C'est-à-dire, le problème qu'on a aussi beaucoup, nous, c'est que les directeurs de thèse et les chercheurs en poste parle d'allocation pour parler des contrats doc, d'allocation, de bourse doctorale. C'est très embêtant. Moi, je trouve que les mots sont importants. Une bourse, quand tu dis bourse à un étudiant, il pense aux bourses du Crous, enfin, tu vois, des bourses sur critères sociaux ou des bourses au mérite. Et en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. Une allocation, c'est pareil. Une allocation, c'est pas un contrat de travail. Il faut faire attention. Donc, bien se renseigner sur, OK, c'est quoi exactement que je suis en train de passer? À quoi je postule? Nous, on a beaucoup de candidats qui sont en mode étudiant et qui ne comprennent pas qu'ils vont signer un contrat de travail derrière. C'est vraiment embêtant. Enfin, je veux dire, ça semble évident et pourtant, ça ne l'est pas. Enfin, ça ne l'est pas du tout. Donc faire attention à ça, être sûr de quoi on parle, valider les mots-clés, le vocabulaire. Si c'est un contrat de travail, on n'est pas là pour aller chercher une bourse au mérite. On ne doit pas mettre l'accent sur les mêmes choses. Et il faut vraiment comprendre la dimension professionnelle de n'importe quelle audition qu'on va passer, même de dossier qu'on envoie. Donc si c'est un contrat doctoral, est-ce que c'est le concours de l'ED? Est-ce que c'est juste au niveau du laboratoire parce qu'il y a un projet de recherche qui a été validé et du coup on a une enveloppe et on recrute un doctorant sur un projet en particulier? Est-ce que c'est un contrat doctoral au CNRS ou dans un centre de recherche? Parce que des fois il y a des mots qui sont un peu différents parce qu'il y a des subtilités au niveau du contrat. Donc ça, c'est super important d'aller creuser tout ça, de bien comprendre ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a à la fin, est-ce que c'est un contrat de travail ou est-ce que c'est une bourse? Ça peut être une bourse du ministère, ça peut être une bourse ponctuelle, ça peut être une bourse de la région. C'est pas du tout la même chose. On fait pas la même, comme l'ont très bien dit aussi Marie et Sania, on fait pas les mêmes candidatures. On n'envoie jamais le même CV, c'est rare. On n'envoie jamais la même lettre de motivation. Et même le projet de thèse est différent. Enfin, c'est vraiment important de comprendre si on est sur un labo, on doit se conformer au programme du laboratoire. Si on est sur une bourse de la région, ben, on va comprendre les critères régionaux. Qu'est-ce qui fait qu'un comité à la région va nous octroyer ce financement? C'est pas du tout les mêmes arguments qu'au contrat doctoral, tu vois, enfin, qu'au concours, je veux dire. Pareil pour les chiffres, etc. Tu vas pas avoir le même projet de thèse pour une bourse de région ou pour un contrat doctoral dans un CNRS ou pour une cifre, parce que ça n'a rien à voir. Il y a des enjeux qui sont toujours très différents. Donc le cadrage va être un peu différent. Donc en principe, on retravaille tout. Ça, c'est aussi un des conseils qui n'est pas du tout une évidence pour les candidats en fait en SHS. Pour eux, comme c'est eux en fait, comme ce sont les candidats qui pensent leur projet, bah, ils pensent qu'ils vont arriver dans une entreprise et dire bah, moi je vais faire ça. Bah non, tu dois savoir de quoi a besoin l'entreprise par rapport à ton idée. Il faut croiser les deux. C'est vraiment gagnant-gagnant. Donc il faut que tu t'intéresses aussi à ce que fait l'entreprise, à ce dont elle a besoin en termes d'études là-dessus. Et donc forcément, tu vas pas du tout lui parler de la même manière. Donc voilà, c'est comprendre tout ça, c'est comprendre qui on a en face de soi pour pouvoir le convaincre. Bah, c'est exactement comme quand on est ado et qu'on veut convaincre nos parents d'aller à une soirée. On va prendre papa et maman à part parce qu'on va pas leur mettre les mêmes arguments. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose si tu présentes à une conférence, pour ta soutenance de thèse ou pour tous les euros que tu vas faire. Enfin, il y a toujours cette idée, dès que tu t'adresses à une audience, il faut réfléchir Ouais, à comment s'adapter de la meilleure façon à cette audience. exactement. Ouais. C'est de quoi elle a besoin et qu'est-ce que je peux lui apporter, moi, avec mon expertise. En réalité, vous avez plein de choses à offrir, mais on manque parfois d'intérêt pour l'interlocuteur.
je me pose une question quand même. J'imagine qu'il y a des personnes qui viennent te voir et qui viennent te dire, ouais, mais moi, le problème, c'est que j'ai pas eu des bonnes notes dans mon master, et donc du coup, est-ce que je peux postuler à un doctorat? Dans quelle mesure qu'est-ce que tu réponds à ce genre de questions? Alors ça, c'est pas une question facile, parce qu'encore une fois, les règles sont différentes partout. Il y a des ED qui vont te prendre à partir de 13-14, d'autres qui vont dire non, 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 c'est 15 minimum, voire 16. Ce qui est sûr, c'est que en dessous de 12, ça va être compliqué. Un 12 de moyenne générale en master peut être compensé par une excellente note au mémoire. Par exemple, si tu as eu 16, 17 au mémoire, avec un 12 général, ça peut passer. Mais si on est sur du 11, 12 à la fois de moyenne générale et au mémoire, ça va être compliqué. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que les tests CIFRE sont un petit peu moins sélectifs là-dessus et que ça peut passer sur une cifre. Par exemple, on sait que les cifres sont un petit peu moins exigeantes. Mais on n'oublie jamais que dans ce cas-là, l'école doctorale peut bloquer. Même si tu es reçu, que la NRT a dit oui, que tout est bon, tu es recruté sur la cifre, si l'école doctorale a envie de bloquer, ça peut arriver, malheureusement. Alors, depuis tout à Donc, l'heure, on dit. toujours avoir les meilleures notes possibles, hein. Des fois, il vaut mieux. Ça, c'est un truc peut-être aussi qu'il faudrait dire, c'est des fois, il vaut mieux redoubler. Il vaut mieux redoubler. Si tu sens que ton mémoire va pas être assez brillant, il vaut mieux redoubler ton master 2 et rendre ton mémoire l'année suivante pour ensuite aller chercher de la thèse. Parce que sinon, t'es coincé et tu dois tout recommencer en fait. J'ai pas du tout pensé à ce genre de conseils. Non, mais ok, je Ouais, comprends, c'est logique. Et là, depuis tout à l'heure, on parle de chiffres, mais juste pour ceux qui savent pas et qui écoutent pour la première fois l'épisode, dans ce podcast, chiffres, c'est une thèse en entreprise en fait. On parle d'une thèse en entreprise, et donc du coup, la thèse en entreprise, on peut être un peu plus flexible au niveau des notes parce que c'est pas à l'université, c'est pas dans un laboratoire attaché à l'université. Mais comme dans tous les cas, il y a une école doctorale qui est censée être associée à la thèse en entreprise, bah en fait, ça n'empêche pas qu'elle peut imposer ses conditions. absolument. Ok. Et au niveau des jurys de concours, moi, on m'a dit qu'il vaut mieux éviter de flatter le jury ou de se forcer à lier son sujet par rapport au domaine d'expertise du jury. Tu vois, parce que tu disais, il faut se renseigner sur l'audience, faut vraiment faire par rapport à qui on a devant nous. Mais est-ce que du coup, ce serait pas forcer le jeu un peu de carrément lier son sujet exprès avec les domaines des jurys? Non, 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 alors c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. C'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est bien que tu rebondisses là-dessus parce que c'est pas du tout ça. Évidemment, c'est bien de savoir qui va être dans le jury, que fait le jury, mais ça s'arrête à est-ce que, en gros, les membres du jury connaissent mon sujet ou pas. Après, c'est pas, il faut jamais relier. En fait, ils s'en fichent. Si tu veux, les comités, par exemple, sur un contrat doc, pour le concours du contrat doctoral, ce qu'il veut savoir le jury, s'il connaît pas ton labo. Par exemple, tu vois, ce que disait tout à l'heure Marie, c'est-à-dire que ton école doctorale, nous en sciences humaines et sociales, nos écoles doctorales, elles chapeautent plusieurs laboratoires. Donc si tu as une EDSHS, elle chapeaute un labo de philo, un labo de lettres, un labo de sciences d'éducation, un labo de droit, etc. etc. Donc, des fois, dans les comités, bah, t'as pas forcément, si toi t'es philosophe, t'as pas forcément de philosophe dans le comité, donc faut savoir ça. Est-ce que c'est bien d'appuyer un peu plus sur le sujet ou sur du vocabulaire parce que le jury va pouvoir estimer comme ça que c'est un bon sujet? Ou est-ce que de toute façon ils y connaissent rien et dans ce cas-là, il faut vraiment faire attention à faire comprendre au comité que ton sujet, sans entrer dans le détail forcément de ton sujet, par contre, il faut montrer au comité que ton sujet colle parfaitement avec le programme du laboratoire. Parce que ça, c'est la question principale, en fait, presque, que le comité se pose. C'est est-ce que son sujet, il s'intègre dans le programme du laboratoire ou pas? C'est juste ça, en fait. Et quand je voulais dire, il faut savoir qui on a en face, bah, c'est par rapport au type de financement. Si tu as une cifre, ton projet va être validé par la NRT. La NRT, c'est pas du tout le même comité que le comité qui est à l'école doctorale devant les candidats au concours du contrat doctoral, tu vois. Dans une ED, c'est des fonds publics et le comité doit les octroyer à des projets de recherche qui font sens, en fait, pour l'université, sur un territoire, par exemple. Alors que la NRT, c'est est-ce que les fonds publics, on va les donner à une entreprise? Tu vois, comment dire? Là, je suis peut-être un peu trop dans le jargon, mais la CIFRE, c'est des fonds publics. Donc, l'ANRT, c'est l'agence qui octroie des fonds à une entreprise pour embaucher un doctorant. Donc, c'est une aide, en fait. C'est une aide financière pour les entreprises pour qu'elles recrutent un jeune chercheur. Donc, tu vas pas convaincre l'ANRT avec les mêmes arguments
que tu vas convaincre un comité de contradoc, parce que l'argent n'est pas utilisé de la même manière. C'est En clair? fait, non mais En fait, c'est c'est clair, clair. c'était clair aussi avant, c'est juste parce que je me Ok. suis dit, en y repensant, je me suis dit, attention, faut pas qu'on fasse passer ce message-là, du coup je voulais juste te reprendre là-dessus pour voir un peu ce que tu allais dire, c'est parfait. Ouais, bah, je pense que flatter le jury, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Sania, c'est de l'orgueil en fait, hein. Il faut jamais faire ça. C'est croire qu'on sait mieux. Non, le jury est parfaitement capable de faire les liens qu'il y a à faire. Et toi, en tant que candidat, tu dois montrer que tu as compris comment fonctionne la recherche professionnelle, que tu as compris que ton projet doit s'inscrire dans un programme, qu'il doit être pertinent, qu'il doit être porteur, qu'il doit y avoir de l'intérêt en fait pour la société. Et c'est tout. Enfin, je veux dire, le comité, c'est là-dessus qu'il va t'évaluer systématiquement. Ok, Donc, voilà, il faut jamais faire de lien avec le sujet de recherche du comité. Qu'est-ce qui s'en fiche? Ça, oui c'est c'est vraiment clair. irrelevant. J'imagine le gars qui change sa thèse avec tous les domaines de tous les jurys. Ça... Bah ouais, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est Oui, oui, impossible. ça n'a aucun sens. Ok. Et donc là, ok, depuis tout à l'heure, on parle du concours d'école doctorale, du jury, etc., de l'oral. Mais en fait, on a aussi parlé des tests chiffres donc en entreprise. On va peut-être switcher un peu là-dessus. J'aimerais juste te poser la question. Ok, imaginons que je n'arrive pas à avoir le concours doctoral, peut-être parce que j'ai passé le concours et je l'ai raté, ou alors je me suis pris trop tard pour l'avoir, il faut attendre un an. Et du coup, je me dis peut-être pourquoi pas finalement aller vers une entreprise pour commencer une thèse autrement. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Comment monter de toute pièce une thèse chiffre? Alors nous, ce qu'on fait en fait avec les lauréats à l'agence, c'est-à-dire les personnes que j'accompagne sur ces étapes-là, c'est que d'entrée de jeu, on pense à plusieurs pistes. On va pas, c'est rare hein, qu'on va tout miser sur un contrat doctoral et puis si on l'a pas, on va imaginer le reste. Non, on pense tout de suite aux options possibles, on tape à toutes les portes, on fait des dossiers et donc on suit plusieurs pistes en même temps. Pas 50 évidemment, mais 2-3 c'est bien. Donc, on va avoir une piste pour un contrat doc. On sait qu'on va faire aussi une veille sur les financements, donc sur les offres, parce qu'il faut toujours garder un œil sur les offres, même s'il n'y en a pas beaucoup chez nous. Et on peut aussi envisager un montage chiffre, par exemple, simultanément. Comme ça, on se garde le choix. Et puis surtout, c'est hyper intéressant en fait de faire ce travail. Ça permet aussi de découvrir tous les secteurs, tous les acteurs économiques du secteur, savoir qui fait quoi dans des entreprises, mais aussi dans les collectivités, dans les assos, à l'université. Ce sont des acteurs qui sont très complémentaires, donc c'est hyper intéressant de voir, ok, mon sujet, il peut s'appliquer aussi bien dans un musée que dans une entreprise, je sais pas, comme entreprise que ça peut être. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que d'entrée de jeu, on va aller lister les options possibles pour le sujet en fonction du sujet, mais aussi en fonction de nos affinités. Qu'est-ce que nous, on a envie de faire? Il y a des candidats qui veulent pas aller vers des entreprises, mais qui sont OK pour aller vers des fondations, vers des assos, des ONG. Enfin, tu vois, on va déjà regarder un peu tout ce qui est possible. Et ensuite, on va suivre le calendrier de chaque option. Oui, en fait, c'est une version XXL de l'Excel de Sania, quoi. On fait un énorme. Enfin, on essaye de trouver toutes les possibilités de financement. Ouais, parce que c'est ce qui fait avancer aussi sur la construction du projet. Souvent, les candidats ont des idées, mais parfois, quand tu leur dis c'est pourquoi faire exactement, qu'est-ce que ça peut, quel est l'intérêt scientifique pour la société ou autre, là, ils sont un peu plus en difficulté. C'est pas évident du tout quand on sort de master, hein. Donc, on va aller, je leur apprends à faire ça, je leur apprends à comprendre qui fait quoi en fait dans le secteur, et donc ça leur donne plein d'idées. Et souvent, ça les fait beaucoup avancer sur le cadrage. Ils se disent, ah mais c'est passionnant, je voyais pas du tout le truc comme ça, et maintenant j'ai une autre idée. Souvent, ils ont d'autres idées qui arrivent, hein. Clairement, ça fait débouler plein d'idées. Donc après, ils voient ce qui les stimule le plus. Mais souvent, c'est un peu la boîte de Pandore quand on commence à faire ça. Et puis après, bah, par exemple, si tu veux faire un montage chiffre, pour répondre à ta question là-dessus, tu vas repérer en fait qui bosse là-dessus. Est-ce qu'il y a des entreprises? Est-ce que c'est plutôt des collectivités? Est-ce que c'est plutôt des assos? Est-ce que c'est au milieu scolaire? Enfin, on va regarder tout ça. Et puis ensuite, on va écrire aux gens, tout simplement, on va les approcher. D'abord, on va essayer de comprendre ce qu'ils font, on va essayer vraiment d'aller beaucoup plus loin grâce à tout ce qu'on peut trouver sur Internet. On fait une petite enquête. Et puis après, on essaie de décrocher un rendez-vous avec quelqu'un là-bas. Et puis on démarre et on tire le fil et on explique notre démarche, on explique ce qu'on veut faire. On récolte surtout beaucoup de données sur quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre asso, par exemple.
ou dans votre entreprise par rapport aux services ou aux produits que vous êtes en train de créer? Est-ce que vous avez des difficultés sur un point en particulier? La recherche, si elle pouvait vous aider, ce serait sur quoi? Et comme ça, on va récolter de la donnée pour savoir sur quoi on peut être utile, nous, avec notre sujet d'intérêt, notre passion. Et là, comme Bah, ça, commence à se construire le projet. Et c'est en tout temps en dialoguant, en fait. Faut parler avec tous les acteurs. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire au maximum. Ça prend du temps, hein, du coup, ça prend au moins 6 mois. Mais bon, c'est pas déconnant. De toute façon, on est sur un temps d'au moins 1 an en général quand on prépare une entrée en thèse, hein. Donc, c'est ouais. bien de prendre le temps de parler avec les gens et de savoir ce dont ils ont besoin. Parce qu'on n'a pas d'offres, on n'a pas tellement d'informations, nous, si tu veux. C'est exactement ça. En fait, c'est s'il leur fait faire une pré-thèse finalement, parce que chercher des informations, enquêter, faire des entretiens avec des gens, c'est un peu ce Ouais. qu'ils vont devoir faire après de toute façon. Ouais, c'est ça, c'est déjà faire de la recherche et c'est pour ça que finalement au début ça leur fait peur, ils sont bloqués, tu vois, par tout ça, ils se disent ah, mais je sais pas comment m'y prendre. Mais en fait, une fois qu'ils ont compris et que ça a démarré, ils sont super contents parce qu'ils ont l'impression d'être déjà chercheurs, ils ont l'impression d'être déjà doctorants, d'être déjà. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils se présentent en général, hein. Ils se présentent comme jeunes chercheurs ou comme doctorants. De toute façon, enfin, on s'en fiche. De toute façon, en général, on a déjà un directeur de thèse à ce stade-là, puisqu'on va en même temps contacter différents directeurs potentiels ou directrices. Et puis donc ça c'est assez facile. En général, on trouve un directeur ou une directrice dans les premières semaines. Donc après, bah, on s'embête pas, tu vois, on va pas commencer à expliquer à tel directeur, je sais pas quoi, qui on est, si on est inscrit ou pas. On est jeune chercheur, on prépare un projet de recherche, point barre. Après, si lui il a des questions, on y répond, on ne ment pas, mais on se présente comme jeune chercheur parce qu'on fait déjà de la recherche quand on fait ça. Et attends, et du coup, le directeur, tu viens vers lui une fois que tu as les financements. Non, non, je parlais d'un directeur éventuellement dans une boîte, tu vois, Ah, d'accord, ok. Je voulais dire un ok, DG, d'accord. ouais. Mais du coup, le Non, non, directeur le de thèse. directeur de thèse, tu le contactes avant d'avoir le financement, ça, c'est pas. Si tu en as déjà un, tant mieux. C'est arrivé une fois, hein, c'est rare. Mais c'est déjà arrivé que le jeune chercheur ait son financement, s'était vu avec son employeur et tout, mais il trouvait pas le directeur. Donc là, on a fait un petit travail et puis ça s'est débloqué. Ah, pour moi, c'est plus facile parce que du coup, tu imagines le directeur de thèse, tu lui dis je suis doctorant et j'ai déjà les fonds. Genre, ça montre vraiment que tu es motivé, quoi. Ah bah ouais, bah c'est pas une question de motivation, je pense que tu peux être ultra motivé et ne pas avoir de financement, c'est pas la question. Non, mais je Tu veux dire, montres c'est que tu es allé jusqu'au bout du process et tu as fait tout le travail que tu viens de dire d'aller chercher. Parce que vu que tout le monde sait à quel point c'est difficile de décrocher des fonds, c'est de toi-même tu les as décrochés. Je trouve que ça envoie un message fort en fait à l'encadrant. Ah, totalement. Et puis l'encadrant, en général, il est super ouvert parce que du coup, c'est un peu du pain béni. Le directeur de thèse qui est contacté et quelqu'un qui a un financement dans la main, c'est clair que tu as plus envie de bosser avec lui parce que tu sais que le labo, ça va être bien vu, ton doctorant, il est déjà financé, c'est super. En général, c'est dans le contexte de professionnels qui sont sur des postes dans des boîtes et qui ont perçu un besoin, qui ont réussi à négocier une cifre avec leur employeur. Et donc après, bon, il n'y a plus qu'à, entre guillemets, trouver le labo. Donc, c'est des profils qui vont être souvent plus professionnels. C'est des gens qui savent déjà comment ça fonctionne et qui savent déjà, qui ont déjà négocié les choses. C'est rare en général. On est plutôt sur des étudiants qui, eux, cherchent plutôt le financement. Et au niveau des chiffres, est-ce que vous êtes obligé d'expliquer ce que c'est qu'une chiffre aux entreprises ou vous contactez exprès des entreprises qui ont déjà fait des chiffres? Alors, au début, je leur disais, vous pouvez aller taper à toutes les portes, mais on va pas se mentir. Maintenant, je leur dis, ciblez quand même plutôt, bah, déjà les boîtes qui ont des services R&D, évidemment, hein. C'est des boîtes qui sont déjà, qui ont une certaine pas forcément une certaine taille, une certaine ampleur. Par exemple, il y a des startups qui ont des services R&D, donc c'est pas forcément des grosses boîtes. Mais ouais, plutôt cibler des gens qui savent déjà ce que c'est qu'une cifre, parce que sinon c'est vrai que ça peut prendre des plombes, ils comprennent pas, faut tout leur expliquer par rapport aux subventions de l'État, aux contrats, enfin au crédit d'impôt. C'est tout un process qui est plus long. Voilà, en général, quand tu as des boîtes qui savent déjà ce que c'est, qui ont déjà embauché les chiffres, c'est quand même plus facile et plus rapide. En fait, ça me fait penser que dans un épisode, c'était avec Delphine Caps, on parlait d'un document que je connaissais pas, qu'elle nous a appris pendant l'épisode. C'est en fait un fichier CSV qui recense toutes les entreprises qui font du crédit impôt recherche. Et donc en Ah, c'est fait, génial ça. ouais, et donc du coup, je devrais te l'envoyer, je viens d'y penser. En fait, je vais aussi le partager Ah, je encore veux dans cet bien. épisode. Ouais, parce que du coup, c'est un peu ces mises à jour. Et donc en fait, tu peux vraiment, en plus par catégorie et tout, il y a un système sur un Excel, je pense, qui est assez bien fait, où tu vas pouvoir assez facilement naviguer dans les entreprises qui t'intéressent, quoi. Ah, c'est génial. Ça, c'est pépite, ça. Ça vaut de l'or C'est pour ça. moi.
Je pense que je vais carrément en faire un post parce que en fait, je me rends compte que ça vaut vraiment de l'or. Ah oui, 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 c'est clair, c'est génial, c'est vraiment important, c'est top. Après, il faut pas se limiter à ces boîtes-là parce que des fois, des petites boîtes, elles peuvent aussi s'y Évidemment. mettre et elles passent toutes par l'étape numéro une, tu vois. Mais c'est vrai qu'en Après, sciences humaines sociales, c'est parfois un peu compliqué. et comme c'est mis à jour assez régulièrement, j'ai l'impression, je pense que les petites boîtes qui commencent à se mettre dedans, on les voit aussi, quoi, au bout d'un moment. Ah, c'est génial. Franchement, ça, c'est un bon outil. Franchement, c'est une bonne idée. Je sais pas qui a eu l'idée de faire ça. C'est Delphine? Non, c'est pas Delphine, c'est sur leur site, je crois que c'est sur un site, j'ai envie de dire public, mais bon, je vais vérifier, Ah, je vais vérifier après l'épisode. ok. Et autre chose, au niveau des entretiens qu'on a pour donc, convaincre des potentiels organismes de faire une cifre avec nous, est-ce que du coup, toi, tu penserais qu'il faut poser des questions pour sentir un peu l'équipe en tout cas l'entreprise, l'ambiance de l'entreprise et si on va bien s'entendre avec les personnes avec qui on pourrait potentiellement travailler? Oui, bah dans le cadre des chiffres, je pense que c'est un peu comme quand tu vas dans une boîte. Hein, faut se fier aussi à ce qu'on ressent, tout bêtement, hein, quand on parle, quand on échange avec les personnes. Et moi, je suis souvent plus vigilante avec mes lauréats sur les directeurs de thèse. Parce on en parlait un petit peu tout à l'heure, parce que vous avez peu de marge de manœuvre, en fait. Si vous postulez, vous avez un directeur de thèse qui va être votre tuteur. C'est pas évident de savoir s'il est bien. Nous, on a toute cette marge de manœuvre où on peut poser des questions avant de dire bah, est-ce que vous voulez bien diriger ma thèse? Donc c'est important aussi de poser des questions et je rappelle aussi beaucoup aux lauréats d'être vigilants, de demander au directeur de thèse comment ça se passe avec ses doctorants, combien de fois par an il les voit, en combien de temps les doctorants de ce prof-là finissent leur thèse en général. Est-ce que souvent ils sont financés ou pas? Est-ce qu'il y a des formations doctorales dans le labo pour les doctorants? Est-ce qu'il y a un espace pour les doctorants? Parce que ça, c'est pas du tout acquis chez nous, hein. On n'a pas toujours des espaces dans notre propre labo. On a aucune salle pour nous, tu vois. Donc des choses comme ça, super important. Et puis du côté des chiffres, ouais, pour moi, c'est comme un entretien d'embauche, en fait. Tu poses des questions, tu regardes les avis Google des gens, de ce qu'ils en disent. Parce qu'il n'y a pas que les clients qui commentent, hein, il y a aussi le personnel, des fois. Donc voilà. Oui, je vois, c'est une grosse enquête avec tout ce que tu peux faire. On peut aussi poser la question de que sont devenus vos doctorants qui sont déjà passés la thèse, quoi. Qu'est-ce qu'ils font après leur thèse? Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'ils font après la thèse? Les directeurs de thèse ne sont pas forcément toujours au courant et ils perdent parfois le lien avec leur doctorant, mais ça, c'est des choses qu'on peut retrouver grâce aux réseaux sociaux aussi. Et le conseil que tu donnais tout à l'heure sur le fait de contacter les anciens, c'est un super conseil. Moi, je conseille aussi toujours de faire ça, c'est contacter les doctorants en cours, mais savoir qu'ils ne sont pas forcément libres de parler. Et donc aussi contacter les anciens, parce qu'ils peuvent donner aussi beaucoup de retours et de choses importantes pour le nouveau doctorant qui arrive. Ok, Ça se sait super. en général hein, quand le directeur pose problème. Ouais, ça se sait, mais sauf que faut s'adresser aux personnes qui peuvent parler. Voilà, il faut chercher l'info aussi. Et on n'y pense pas toujours parce qu'on est dans une démarche où on se dit je veux absolument m'inscrire en thèse, donc ça c'est secondaire, on verra plus tard. Non, en fait, la moitié des thèses qui sont abandonnées, c'est à cause du directeur, donc c'est super important. Enfin, à cause du directeur, j'entends, tu as compris ce que je veux dire, hein. C'est qu'il y a un problème au niveau de l'encadrement, un problème de... C'est pas forcément le directeur qui pose problème, mais la relation n'est pas la bonne parce que chaque doctorant a ses besoins. Il y a des gens qui travaillent très bien en autonomie, d'autres qui ont besoin d'être un peu plus cadrés. Donc, le directeur n'est pas forcément le bon pour toi. Ou alors, tu sais, il faut que tu saches à quoi t'attendre. Il faut pas qu'il y ait de problème à cause de ça par la suite Ah parce que oui. ça peut vraiment conduire à des abandons. C'est dommage. Ouais, c'est pour ça que je te disais, voilà, quelles questions on pourrait poser pour sortir ça, mais tu as bien répondu, donc c'est très pertinent ce que tu nous as dit. Ok, bah, on arrive vers la fin de l'épisode. Est-ce que déjà Sania, Marie, vous voulez faire un retour sur tout ce qu'on vient de dire ou pas? Bah, déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce que Sania et Erika ont dit. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font écho avec nos expériences à chacune. Il y a quelques points avec lesquels je suis particulièrement d'accord, notamment Sania qui disait qu'il fallait donner des exemples très concrets. Et c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit aussi, d'avoir un vocabulaire très spécifique, enfin, avoir le vocabulaire scientifique, pas, enfin, bien préparer ce qu'on va dire à l'oral et être spécifique et concret sur ce qu'on dit. Je pense que c'est très important pour montrer ses qualités. Ce qu'on m'a beaucoup dit à l'oral pour parler des projets de recherche passés et pour parler du projet à venir,
c'était de dire je et pas nous pour montrer. Dans ma tête, ça sonnait très égocentrique. Mais en fait, c'est vraiment. Enfin, ce que mes encadrants m'ont dit, en tout cas, c'était que c'était vraiment pour montrer que c'était moi qui allais mener à bien le projet, que c'était. Certes, c'est un projet avec une équipe, etc. Mais c'est quand même ta thèse, toi qui portes le projet. Et du coup, faut pas hésiter à dire je. Et, euh, et voilà, après tout ce qu'Erika disait, enfin ouais, les process sont hyper variés en fait, donc c'est vraiment très important de s'adapter, ce que Sania disait aussi, adapter tous les CV, adapter les lettres de motivation, bien comprendre à qui on parle. Je ne l'ai pas trop expliqué là, mais j'ai passé un autre concours après le premier concours que j'ai passé, c'était pas du tout les mêmes attendus, c'était pas le même public. Là, dans le deuxième concours que j'ai passé, c'était beaucoup plus de SHS que dans le premier. Il y avait aussi des gens qui étaient plus dans, par exemple, qui faisaient du droit. Là où moi, c'était de la santé publique et je savais qu'on allait plus me poser des questions sur la thèse. Donc, il faut aussi savoir que enfin, là où le premier public, il y avait plus de gens en fonda, là, il y avait plus de gens en sociaux. Donc, il faut vraiment adapter son discours et son vocabulaire pour que les personnes en face puissent recevoir en fait ce qu'on dit. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et c'est important, comme l'a souligné Erika, de bien respecter les consignes, surtout pour l'école doctorale, parce que s'ils Ouais. disent deux diapos, bah, c'est mettre deux diapos. Et si on se dit, ah ben moi dans une école c'est passé comme ça, il faut respecter chaque année. C'est pas parce que moi, ça m'est arrivé qu'à une année, j'avais telle modalité. Une personne est passée cette année, c'était d'autres modalités. Ça, sinon, ça fait déjà on va dire, un malus, on va dire, de pas respecter les consignes. Et également, c'est bien aussi de voir ce qu'il y a dans le jury pour adapter le discours. Parce que si on sait que dans le jury, il y en a que un expert, mais le reste n'est pas des experts, ben on peut un peu faire de la vulgarisation de notre sujet. C'est pas les mêmes mots qu'on va prononcer. Alors que si on sait que la plupart de notre jury, c'est des experts, vulgariser sur, bon, je vais dire un truc concret, qu'est-ce qu'une cellule? Ils vont se dire, bon, là, vous nous prenez un peu pour des idiots et voilà. Et comme l'a dit Marie, c'est bien de dire je. Ça, c'est ce qu'on peut avoir du mal, mais en fait, c'est pas du tout arrogant de dire je. Ça montre que on, on va dans le futur avec ce projet et même pour les trucs passés, dire je, ça met bien en avant ce que nous-mêmes on a fait. Par exemple, si vous savez qu'il y a une expérience qu'on a fait, qu'on n'a pas fait, mais qu'on a observé, on peut dire non, mais si vraiment on l'a fait, on dit je, ça met en avant quelque chose de plutôt actif. Et après, ne pas désespérer que si on a eu des refus, si on veut vraiment faire une thèse, on trouvera, mais par contre, bon, on ne l'a pas souligné, il faut aussi ouvrir ses horizons. Par exemple, si on est à Paris ou à Lille et qu'on cherche une thèse dans le lieu d'habitation, ça sera rare. Mais si on veut vraiment faire une thèse, il faut être amené aussi à ouvrir, à bouger en Europe ou même aux États-Unis, en Angleterre, et là, on trouvera toujours une thèse. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et puis pour rebondir aussi sur ce qu'Erika fait, enfin, c'est vraiment super. Et puis ça, je pense que ça apporte aussi aux personnes qui cherchent comme ça, qui font ce travail-là pendant 6 mois, un an. En fait, c'est quelque chose qu'on va faire pendant toute la carrière dans la recherche, et pas que dans la recherche d'ailleurs, mais aussi la carrière académique, c'est de la recherche de financement, de la réponse à des appels à projets. Donc le fait de commencer là dès maintenant et avoir les bonnes habitudes dès le début, je pense que c'est hyper important pour pouvoir pouvoir mener à bien sa carrière après, quoi. Donc c'est super. C'est clair, merci beaucoup Marie. C'est exactement ça, c'est apprendre ces bases-là parce que de toute façon, c'est reculer pour mieux sauter. Si on va en thèse sans savoir tout ça, on va être bloqué à la sortie parce que pour les postdocs, pour les postes de maître de conf, pour tous les postes en recherche, et puis même les demandes de financement, par exemple, pendant la thèse, on peut être amené à aller chercher une bourse, à aller chercher un prix. Il y a plein de choses à savoir et juste se former là-dessus avant, ça ouvre toutes les portes derrière, ça permet de mieux comprendre tout de suite ce qu'on attend de nous et surtout de démystifier parce que chez nous, tu parles de financement, c'est un mot qui fait très peur, quoi. On se dit, on sait pas, on ne sait pas faire. Donc merci beaucoup Marie, c'est très sympa. C'est très marrant parce que du coup, nous, on braque un malus du coup pour le parcours académique en sciences exactes parce qu'on n'a pas à chercher ses financements ou à chercher le recadrant ou à chercher le sujet. Et donc, du coup, quelque part, ce moment de
recherche de financement et tout, on va se le taper. Enfin, ceux qui veulent continuer dans la carrière académique, ils vont se le taper en post-doctorat ou alors s'ils veulent participer à des concours pour chercher des bourses, etc. Hyper Ah oui, intéressant. oui. Ouais, ouais. C'est ce qu'on disait l'autre jour. En fait, moi, je pense que les SHS sont vraiment d'énormes atouts, mais ils sont persuadés qu'ils ont moins de chance que vous parce que, ils voient pas le truc comme ça. Ils voient pas du tout ça, en tout cas pas au départ. Et j'ai une question, Erika, juste pour finir. Donc, Sania disait qu'il faut persévérer, qu'on finit toujours par trouver une thèse. Est-ce que toi, tu l'as vu dans tes accompagnements? T'as toujours réussi à trouver des financements? Oui, par contre, des fois, ça prend du temps. Et là, justement, j'étais en rendez-vous client ce matin avec un jeune chercheur qui est brillantissime, c'est vraiment l'un de mes meilleurs éléments. Et il vient de se faire encore recaler sur une demande de financement personne comprend, on comprend pas. C'est incompréhensible, personne ne comprend ce qui se passe, pourquoi. On attend du coup le rapport, parce que là, on a de la chance, c'est en Belgique, donc on aura un rapport pour savoir ce qui a pu bloquer. Mais en tout cas, faut pas se décourager. Là, pour lui, c'est le troisième refus. Il a encore trois pistes devant lui, ce qui est déjà énorme en SHS, hein. Donc heureusement, il est tout de suite en piste pour passer à la chose suivante. Mais c'est quand même un coup de massue à chaque fois. Donc c'est pas facile à vivre. On peut se remettre en question. Lui, il est solide parce que il a travaillé en ambassade, il a vraiment un parcours professionnel déjà touffu. Enfin, je veux dire, il sait de quoi il est capable et il sait de quoi il parle. Mais quand on n'a pas ce bagage-là et que on se fait recaler trois fois entre le master et la thèse, ça peut être décourageant et vraiment, il faut savoir que c'est pas grave en fait. Ça veut absolument rien dire sur vos qualités. Il faut parfois être accompagné dans le sens où il faut être sûr de ne pas répéter la même erreur. Le problème en France, c'est qu'on ne sait pas toujours pourquoi on n'a pas été pris. Donc c'est bien d'essayer d'avoir un maximum de données là-dessus et puis de surtout s'assurer qu'on ne fait pas plusieurs fois la même erreur. Mais à partir du moment où on est sûr qu'on a fait ce qu'il fallait, qu'on a répondu aux consignes, qu'on a vraiment fait tout ce qu'il fallait, ben c'est tout, on passe à autre chose et on va sur le financement suivant, quoi. Ouais, si je Et, peux rebondir sur ça rapidement, c'est vrai que c'est hyper malheureux de se dire ça, mais ça reste des jurys, c'est des humains en face de nous. Il y a des process qui sont établis, il y a des enjeux que parfois on ne connaît pas. Parfois, c'est hyper malheureux à dire, hein, mais parfois il y a des rivalités entre des gens dans le jury et des gens qui t'encadrent pour ta thèse. Parfois, ils ont un quota et l'année dernière, ils ont pris tant de personnes dans tel labo et cette année, ils peuvent pas. Et c'est important de savoir se remettre en question et savoir les erreurs qu'on a fait. Mais c'est aussi important de savoir que c'est pas un jugement de valeur par rapport à toi et ça reste un concours avec des humains en face et il y aura toujours des facteurs qu'on saura pas en étant candidat, quoi. Donc il faut savoir un peu relativiser par rapport à ça, même si c'est sûr qu'après multiples refus, c'est difficile à admettre, quoi. exactement, totalement d'accord avec Marie. Il y a des questions de quota, il y a des questions des choses qui nous échappent. Enfin, c'est pas ça nous échappe, on le sait, mais on n'a pas le contrôle dessus, quoi, en tout cas. Donc il faut pas se dire ah bah c'est mort, je suis pas fait pour ça. Non, 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 c'est pas du tout ça. Il faut vraiment pas le prendre comme ça. En fait, c'est une vraie formation de la recherche parce que ce qu'on décrit là, c'est un peu la résilience à l'incertitude. Imaginons que la personne a le financement. Une fois qu'elle a le financement, il va y avoir des moments dans sa thèse où elle va accumuler des échecs, ça va jamais bien fonctionner, et il va falloir attendre des mois avant d'avoir un succès. Bah, là, c'est la même chose avec les financements. Et même, j'ai envie de te dire, je peux comparer les refus de concours on connaît pas trop la raison de pourquoi on a été refusé, au refus de papier dans des conférences prestigieuses, parce qu'en fait, là encore, il y avait une histoire de quotas. Les reviewers connaissaient peut-être qu'ils n'étaient pas les bons pour notre sujet. Ouais, tu vois, il y a en fait, cette idée de toujours sélectionner avec des jurys selon des critères qu'on connaît pas et avec une part de chance au final. Bah, en fait, ça se retrouve dans la recherche un peu partout. Et donc, c'est vraiment ce que tu fais avec les futurs doctorats SHS que tu as avec toi, c'est une vraie formation par la recherche. Et je pense que ceux qui sont déjà frustrés de ne pas avoir les financements et qui finissent par abandonner, de toute façon, c'était pas forcément une bonne idée d'aller de faire une thèse, hein. Ouais, bah, je suis totalement d'accord avec toi et c'est ça, c'est apprendre à gérer ça aussi parce que c'est la vie du chercheur en fait. T'as beaucoup de chercheurs titulaires qui le disent, leur taf, c'est pas seulement de faire de la recherche, c'est de chercher des financements. Ça, les jeunes chercheurs ne le savent pas toujours. Ils sont persuadés que les professeurs en poste font de la recherche avec leur salaire, ce qui est faux. Tous les chercheurs font des recherches de financement tout le temps. C'est quelque chose que tu peux pas, t'es obligé d'apprendre à le faire
Et comme tu le disais, c'est pareil pour les revues, c'est pareil pour tout, c'est tout le temps sélectif. C'est toujours, on postule, on tente, on essaye, et des refus, je veux dire, sur tous les CV des prix Nobel, etc., il y a beaucoup plus de refus que d'acceptation, mais c'est pas écrit dessus, donc on a du mal à l'imaginer. Mais en fait, au début, on se prend tous des portes, on se prend tous des refus. Moi, ça m'a pris 3 ans avant de trouver un financement. Aujourd'hui, ça me paraît, enfin, c'est complètement oublié tout ça. J'ai oublié. Quand on me parle de mon financement, enfin, je veux dire, une fois que ça se débloque et que ça marche, on retient que ça. Donc, il faut pas lâcher et vraiment se dire que ça va être anecdotique. Quand on va réussir, ça va être génial. Tu savoures encore 10 fois plus. C'est vrai. Et comme tu dis, ça nous apprend la résistance, et la résilience. Ça, c'est sûr. Voilà, exactement. Bah écoutez, là, je pense qu'on a fait un bon épisode. Franchement, on a appris plein de choses. Je suis hyper content des témoignages qu'on a eus. Globalement, je pense que si vous êtes actuellement un doctorant ou une doctorante, enfin, pardon, une personne qui veut faire potentiellement une thèse et qui ne sait pas trop comment s'y prendre pour la décrocher, bah, sachez déjà qu'il n'y a pas forcément un meilleur moment qu'un autre. C'est-à-dire que là, tout ce que vous devez faire, c'est aller chercher sur Internet qu'est-ce qui vous intéresse comme sujet, comme domaine, voir s'il y a déjà des offres. S'il n'y a pas des offres, essayez de vous-même d'imaginer un projet avec une entreprise, avec une collectivité, voir s'il y a des concours d'écoles doctoraux. En fait, il faut juste se poser la question de qu'est-ce que je recherche exactement, qu'est-ce qu'il y a de disponible actuellement et est-ce que ça ou ça m'intéresse. Donc il y a une vraie enquête à faire de votre côté. Et une fois que vous avez passé cette étape-là, peu à peu, vous allez finir par débloquer une thèse si vraiment vous en voulez une. Voilà, donc surtout ne pas chercher, de pas se dire, ah tiens, j'ai loupé la deadline de cette offre-là et donc du coup, je ne peux pas postuler, il faut que j'attende 1 an avant de pouvoir postuler. C'est sur un mauvais raisonnement. Si vous voulez une thèse, eh ben, vous devez vous y prendre maintenant, pas dans 10 ans. Et donc du coup, voilà, je vous propose de terminer l'épisode là-dessus. Merci à toi, Ronnie, en tout cas. Et merci à toutes les deux, Marie et Sania. C'était super. Ouais, Merci Ronnie, merci à tout le monde. ouais, merci à tous. Merci. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. N'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous a plu et à donner des commentaires constructifs pour vous en proposer un encore mieux la prochaine fois. Si vous connaissez d'autres personnes qui hésitent à faire une thèse scientifique, n'hésitez pas à leur partager ce podcast.